oui, peut-être, ouais. Ouais, peut-être, oui, c'est possible. Ouais. Habituel, hein, un arbre sur la voie, tout ça, quoi. Mais il n'a pas eu de gros sanglier, hein, non, ça va. J'ai déjà eu le sanglier, pas cette fois-ci. Bon, au retour peut-être, ouais, au retour. Ouais. Bon, j'avais l'introduction à faire, mais bon, je vais l'abréger, ou même pas la faire du tout, puisqu'on est quand même pas mal en retard. Je voulais simplement signaler au moins les premiers mots, là. En 2025, justement, donc, on fêtait donc le centenaire de plusieurs leaders politiques noirs, Malcolm X, dont il vient de parler justement, aux États-Unis, Patrice Lumumba au Congo, et Frantz Fanon. Frantz Fanon, psychiatre, né en Martinique, donc en 1925, est mort algérien en 1961 à 36 ans. Ce dernier se distingue par l'équilibre singulier entre sa pensée politique, sa pratique professionnelle et ses engagements militants. Une vie courte, mais remplie d'un humanisme de combat. Donc pour en parler, nous avons invité Marouane Essadek, qui est professeur de philosophie et auteur en 2022 de Découvrir Fanon, donc un essai qui est publié dans la collection propédeutique des éditions sociales. Cette collection a pour objet de faire découvrir des grandes figures des mouvements sociaux, comme Marx, Engels, Beauvoir, Gramsci, Bourdieu, Weber, etc. Et donc, Marouane Essadek avait proposé Fanon, évidemment, il fait partie de cette liste aussi. Donc, alors, 100 ans après sa naissance, pourquoi Fanon nous part-il toujours? Eh bien, avant de passer la parole à Marouane Essadek, je voulais lire un éditorial d'un numéro collector qui a été édité par le journal France Antilles, donc il n'est pas oublié non plus en Martinique, qui est d'ailleurs très très bien, ce numéro-là, l'édito était très bien, mais bon, tant pis, on n'aura pas trop le temps de le faire. Je passe directement la parole à Marouane. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venu parce que j'ai cru comprendre que vos soirées sont plutôt le jeudi en général. Et moi, je suis prof et j'ai cours le vendredi matin, donc j'avais négocié qu'on fasse ça le vendredi soir exceptionnellement. Et vous pourriez faire plein d'autres choses le vendredi soir. Et vous êtes venu m'écouter parler de Fanon. Donc je vous en remercie et je remercie l'association des Amis du Temps des Cerises de m'avoir fait venir, d'avoir organisé ça. Et par ailleurs aussi de faire vivre des événements autour de Fanon et aussi autour de plein d'autres choses, parce qu'en regardant sur votre site, vraiment, j'étais assez impressionné par tout ce qui se fait. Effectivement, l'année dernière, c'était les 100 ans de la naissance de Fanon. Et du coup, ça donne, selon moi, l'occasion à une réflexion à la fois autour de sa vie et aussi évidemment autour de ses œuvres et ce qu'il nous a apporté. Comme ça a été dit juste avant, par ailleurs, sur un autre sujet, je vous recommande très vivement les autres bouquins de la connexion de Découvrir aux éditions sociales. Je ne gagne pas d'argent sur les autres livres, donc je ne fais pas ça par publicité ou quoi, mais si vous êtes curieux ou curieuse sur plein d'autres auteurs et autrices, c'est vraiment des choses qui valent le coup. Alors, pour parler de Fanon, en gros, moi je vais me concentrer sur deux choses à peu près. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de sa vie et de son engagement, de son action, parce que je pense que c'est une vie qui est un engagement qui en soi mérite qu'il soit connu. Peu importe l'œuvre à côté ou quoi, il a eu une vie vraiment intéressante et fascinante. En plus, peut-être que certains d'entre vous ont vu ou entendu parler du film qui est sorti l'année dernière, et je pense que mettre ce film au regard de sa vie, ce film que moi j'ai apprécié par ailleurs, je pense que ça peut être utile. Et deuxièmement, j'ai dû choisir. Le problème de Fanon, c'est que moi, si vous me laissez 4 heures dans cette pièce, je vous en parle pendant 4 heures, mais bon, on va peut-être pas faire ça. Et du coup, il faut choisir des sujets à l'intérieur de son œuvre, à l'intérieur des choses qu'il a abordées. Donc moi, j'ai pioché parmi différents sujets que j'ai traités dans le bouquin, mais Fanon, c'est une œuvre à la fois très petite, seulement 3-4 livres, et en même temps une œuvre très très dense, donc qui parle de plein de choses différentes. Et donc j'ai choisi 3 grands thèmes qui nous permettent, selon moi, à la fois de réfléchir sur son époque et en même temps d'éclairer la nôtre, d'éclairer les problématiques qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Donc, après avoir parlé de sa vie, je vais parler d'abord de la façon dont il a analysé le racisme et ses évolutions, de façon à mon avis très parlante pour des choses d'aujourd'hui. Deuxièmement, la façon dont il a traité de la question du voile dans le contexte de la guerre d'Algérie, donc qui n'est pas notre contexte, mais qui a quand même des répercussions sur ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et troisièmement, la façon dont il a réfléchi sur ce que c'était que la violence révolutionnaire, parce que Fanon est souvent présenté comme un grand théoricien de la violence. Parfois, on l'associe à Sartre, qui a parlé de la violence dans une préface, donc je vais un peu parler de ça. Tout d'abord, je vais donc faire une espèce de mini-biographie en essayant d'être un peu court, mais j'arrive jamais à être court, mais je vais faire de mon mieux. Pour contextualiser un peu, comme ça a été dit, Fanon il est né en 1925 à la Martinique.
Il faut rappeler tout de suite que la Martinique de 1925 n'est pas la France, n'est pas un territoire d'outre-mer, c'est encore un contexte de colonie. La Martinique fait partie des colonies françaises des Antilles, qui sont héritées du système colonial esclavagiste. Et à l'intérieur de ce système colonial, il y a une ségrégation entre les Noirs, les mulâtres, donc les métis, et les béquets, qui sont les Blancs, majoritairement descendants de propriétaires d'esclaves. Et il y a un système de ségrégation très très marqué. Les Noirs n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas tout un tas de droits sociaux et civiques, et Fanon du coup fait cette expérience. Mais il le dira plus tard, venant d'une famille de la petite bourgeoisie, il ne fait pas vraiment l'expérience du racisme, il fait l'expérience de la ségrégation, d'une vie que entre Noirs, mais en fait il dit qu'à cette époque-là, il n'a du racisme qu'une connaissance intellectuelle ou théorique, parce qu'en fait, ne vivant qu'avec des personnes noires, il n'a jamais été confronté au regard raciste de l'homme blanc. Et donc il vit une enfance sans trop de péripéties, il n'y a rien de très intéressant. À 18 ans, il se passe pour lui quelque chose de très important, la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des troupes vichistes à la Martinique, puisque évidemment les Antilles sont un lieu stratégique. Et donc la Martinique est occupée par les forces vichistes, et le jour de ses 18 ans, donc en 1943, Fanon décide de s'engager sans prévenir ses parents, sans l'accord de sa famille, de s'engager pour les forces françaises libres, donc les FFL, et de partir les rejoindre pour aller faire la guerre. Parce que Fanon est déjà un jeune homme plein d'idéaux, plein de grandes idées sur la résistance, sur la liberté et l'égalité humaine. Donc il s'en va combattre le nazisme, il prend un petit bateau et il rejoint après une espèce de gros porte-avions qui va l'amener avec les forces françaises libres. Il va faire sa formation au Maroc puis en Algérie. Et ensuite, il va participer au débarquement de Provence. Il va faire la guerre, une grande partie de la guerre en France, donc au moment de la libération dans les années 44-45. Il est même blessé là-bas, il est médaillé. Pour l'anecdote, il reçoit une médaille de celui qui deviendra ensuite un des grands tortionnaires de l'Algérie, ce qui sera un peu anecdotique pour après. Mais Fanon va vivre ici sa première grande prise de conscience et sa première grande désillusion, qui se fait de deux façons. D'abord, il fait l'expérience de la ségrégation au sein des troupes françaises, puisque les troupes françaises, comme toutes les troupes de l'époque, américaines, anglaises, sont des troupes ségrégées entre les Noirs africains, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais de façon générique, les Noirs martiniquais, qui sont classés de façon supérieure aux Noirs africains, parce qu'ils appartiennent quand même à un autre système colonial, les Nord-africains, les Asiatiques, etc., etc. Donc déjà, Fanon comprend qu'il y a une ségrégation au sein de ces troupes qui sont censées se battre pour l'égalité des races. Et deuxièmement, il assiste à ce qui deviendra ensuite ce qu'on appellera ensuite dans l'histoire le blanchiment des troupes, le fait qu'à la Libération, au moment des grands défilés et des photos, les troupes coloniales sont mises à l'écart et on ne garde que les blancs sur les photos. Donc Fanon est vraiment troublé par ça, et je vous ai mis une citation d'une lettre à ses parents et à son frère. Il écrit la chose suivante: « 1 an que j'ai laissé Fort-de-France. Pourquoi ? Pour défendre un idéal obsolète. Je doute de tout, même de moi. Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais « il est mort pour la belle cause, car je me suis trompé ». Donc là, il y a une première grande prise de conscience pour Fanon qui va être assez importante pour lui. Il rentre à la Martinique, donc en 1945, il finit ses études. Pour l'anecdote qui sera un peu importante après, son prof de français s'appelle Aimé Césaire. Il est déjà une figure très importante de la négritude, puisqu'il a déjà publié beaucoup de livres dans les années 30. Fanon va beaucoup apprendre avec lui, il va ensuite militer avec lui pour son élection en tant que député de la Martinique, nommé par le Parti communiste. Et donc à partir de 1945, il a une bourse de vétéran, il vient faire ses études de médecine à Paris et il se spécialise en psychiatrie. Et après, très rapidement, il va à Lyon pour tout un tas de raisons qui ne sont pas très intéressantes. Et donc, en gros, il fait de la médecine et de la psychiatrie, mais en même temps, il lit énormément de philosophie, il assiste à plein de conférences et de cours à la fac de philosophie, ce qui sera un peu important pour la suite. Et donc déjà, il baigne dans un espèce d'univers culturel avec l'influence de Césaire et plein d'autres influences que je vais aborder maintenant, parce que pour la suite de son engagement, ce sera assez important. Vous avez le droit de m'interrompre quand vous voulez. Moi, je suis prof devant des lycéens, donc je ne serai pas du tout choqué si vous m'interrompez, vraiment loin de là. Si vous avez l'impression que je vais trop vite, si vous avez des questions ou quoi, faudra aller loin pour me choquer, je pense en tout cas. Oui, dites-moi. Dans l'armée, c'était l'air, la terre, la mer? La terre, armée de terre. Voilà, simple soldat. À ce moment-là, il y a 3 grandes influences qui vont construire sa réflexion, sa pensée et son engagement par la suite. Premièrement, le mouvement de la négritude, donc qui vient de la rencontre avec Césaire et d'énormément de lectures. Fanon, c'est un passionné de littérature, de poésie. Il lit toutes les grandes figures de la négritude, donc Senghor, Césaire, Gontran Damas et d'autres à cette époque-là.
Et il faut savoir que la négritude qui émerge dans les années 20-30, c'est d'abord, enfin, c'est pas d'abord, c'est les deux à la fois, c'est à la fois un mouvement littéraire et poétique qui a produit des chefs-d'œuvre pour moi de la poésie française qu'il faut vraiment avoir lu. Et par ailleurs, c'est aussi, et en même temps, un mouvement politique qui produit ce qu'on a appelé depuis un renversement du stigmate, c'est-à-dire se réapproprier l'insulte raciste et en faire une fierté, une nouvelle identité. L'idée de négritude, elle vient de là. En gros, et Fanon est complètement influencé par ça, il est passionné par la négritude. Il aura ensuite un rapport ambivalent avec la négritude parce qu'en fait Fanon refuse d'avoir une identité qui serait seulement une identité de noir, donc il n'est pas entièrement d'accord avec la négritude, mais ça a quand même joué pour lui une grande influence. Quand vous ouvrez un bouquin de Fanon, il y a des citations de Césaire et de Senghor toutes les 3 pages, on voit qu'il connaît ça par cœur, qu'il les a vraiment lus. La deuxième grande influence, c'est la phénoménologie, qui est le grand courant philosophique à la mode des années 30, 40, 50 en France. Ça vient d'Allemagne. Alors, il faudrait encore 3 heures pour expliquer ce que c'est la phéno, mais en gros, c'est l'idée que la philosophie, elle doit partir du point de vue du sujet, de l'expérience qu'un être humain vit par lui-même, et non pas de la simple objectivation du monde. En gros, pendant tout le 19e siècle, je caricature, on a essayé de décrire le monde objectivement. La phénoménologie, elle essaye de décrire le monde depuis une expérience vécue. Donc, par exemple, elle va décrire ce que c'est l'expérience du temps, l'expérience de la chair ou l'expérience du corps, ce qui aura une grande influence pour Fanon. Et Fanon est passionné par les 2 grandes figures à la mode de la phénoménologie à l'époque, que sont Sartre et Merleau-Ponty. Il va assister à des cours de Merleau-Ponty à Lyon, c'est pour ça qu'il va à Lyon. Pour lui, c'est vraiment très important. Et 3e grande influence dans sa pensée, et ensuite on le verra dans son engagement, ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc c'est quelque chose qui est inventé par François Tosquelles, qui est un réfugié de la guerre civile espagnole, qui est venu en France au moment de la guerre civile, qui a fondé l'hôpital de Saint-Alban, dans le sud de la France, pas très loin d'ici. L'idée de Tosquelles, donc Tosquelles c'est un psychiatre, mais qui est en même temps marxiste. Donc son idée, c'est, comme j'ai noté ici, de concilier Marx et Freud, c'est-à-dire désaliéner les humains pris de névroses et de troubles pulsionnels, mais en même temps les désaliéner en prenant en compte leur expérience sociale et leur vie concrète dans la société. Donc ça veut dire concrètement libérer les patients, les traiter humainement. C'est une pratique, la psychothérapie institutionnelle, qui est très humanisante vis-à-vis des patients. Elle a pour volonté de, je sais pas, par exemple, refuser de les mettre en camisole, refuser de les enfermer, leur faire des activités pour leur redonner une forme de liberté. Fanon, il fait cette expérience, il fait un stage à Saint-Alban et ça va le bouleverser complètement et il va pratiquer ça jusqu'à la fin de sa vie. Et si on a vu le film sur Fanon, on voit ça très très bien dedans. Et même aujourd'hui encore, c'est vraiment un courant de la psychiatrie qui est très novateur, même aujourd'hui. C'est encore... quand on s'intéresse à la psychiatrie, on pourra en reparler si vous voulez après dans les questions, c'est encore aujourd'hui sujet à de nombreux débats, à des conflits au sein de la psychiatrie. Et Fanon est vraiment un grand militant de la psychothérapie institutionnelle. En 1952, premier gros événement de sa carrière, il publie un petit livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc, qui est très très dense et très très complexe. Je l'ai noté parce que souvent on dit aux gens, si tu veux lire Fanon, lis Peau noire, masque blanc. Alors moi je suis d'accord parce que c'est un livre qui m'a passionné, mais c'est extrêmement difficile à lire comme livre parce que Fanon, il croit que tout le monde a lu tout Merleau-Ponty, tout Lacan, tout Freud, tout Sartre. Et du coup, des fois, c'est très hermétique comme livre. Donc des fois, c'est très beau, des fois, on n'y comprend rien. Malgré tout, c'est un livre, si vous devez le lire, pour moi, il y a un intérêt majeur à ce livre. C'est la première fois que dans l'histoire de la philo, il y a une expérience subjective du racisme qui est décrite. Dans un chapitre qui s'appelle « L'expérience vécue du noir », Fanon, il dit « Voilà ce que ça fait le racisme à une personne qui vit le racisme. Voilà comment elle la vit de l'intérieur. Peu importe que la personne en face, elle soit raciste ou pas, voilà comment on le vit. » Et ça, c'est ce qui est très novateur à l'époque, c'est qu'une personne qui serait pas raciste, mais qui dirait « Ah bah tiens, c'est un noir », peut-être qu'elle le dirait de façon pas raciste dans les années 50, mais l'expérience vécue de la personne, c'est une expérience d'identité raciste, en gros. Et donc pour ça, c'est vraiment une référence qui encore aujourd'hui est majeure. Je vous en donne une anecdote. Moi, j'ai fait 1 an de ma vie aux États-Unis où j'ai étudié plein de choses. Je voulais notamment étudier le racisme. Et quand je disais que j'étais français, on me disait « Ah bah du coup, t'as lu Fanon, t'as lu Peau noire, masque blanc ». Moi, j'avais lu que des philosophes français blancs, évidemment, à l'époque. Et en fait, tout le monde connaît ça. Aux États-Unis, c'est vraiment une référence. Dans plein de pays, c'est une grande référence de la pensée sur le racisme. En 1953, Fanon il obtient sa nomination à un poste de psychiatre, il passe son concours, il l'obtient, et il est muté dans un département français qui est l'Algérie, puisque l'Algérie est constituée à cette époque de plusieurs départements français, 3 grands départements. Vous les voyez sur la carte, il y en a en gros 3 au nord, différents, plus le sud
qu'on appelle désertique en dessous de ça, avec une administration militaire dans le sud. Fanon est nommé à l'hôpital de Blida. Pour contextualiser un peu, l'Algérie, vous le savez sûrement, a un statut très particulier au sein des colonies françaises. Bon, déjà, la France a toujours trouvé plein de façons de ne pas nommer ses colonies des colonies, parler de protectorat, de département, mais tout ça dépendait du ministère des colonies, donc voilà. L'Algérie française, je le rappelle, c'est une colonie de peuplement qui est dominée par la France depuis 1830, donc c'est très ancien. Il y a sur place des milliers et des milliers de pieds noirs de Français qui sont présents. Il y a une ségrégation très importante en termes de droits économiques, de droits civiques. Il y a des interdits sur ce que peuvent posséder ceux qu'on appelle des musulmans, donc les citoyens non français sur place. Sachant que quand Fanon arrive en 1953, lui, il n'y connaît pas grand-chose à l'Algérie. Il y a passé quelques semaines pendant la guerre, mais sinon, il n'est pas très sensible à ces questions, alors que l'Algérie connaît une montée de son nationalisme depuis des décennies. Évidemment, il ne faut pas du tout penser les événements qui vont se produire après comme une espèce d'explosion soudaine. Ça fait à ce moment-là des décennies qu'il y a un nationalisme qui se constitue. Et même, en fait, les historiens, aujourd'hui, ont remarqué que depuis le 19e siècle, il y a toujours eu des mouvements contestataires. Ça ne s'est jamais arrêté, en fait, depuis la colonisation. Fanon arrive à l'hôpital de Blida. Blida, c'était appelé la ville des fous, la capitale de la folie. C'était vraiment une ville dans la ville en Algérie. Je ne sais plus si on la voit sur la carte ou pas. On ne la voit pas ici. Il faudrait que je vous montre où c'est sur une carte. Enfin bref, Blida, c'est vraiment une immense ville où les gens se déplacent en voiture à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique. Il y a 2000 patients dans l'hôpital de Blida. C'est vraiment énorme. Pour des places prévues pour 800 patients. C'est vraiment, par contre, et les gens qui ont vu le film, vous le savez, un traitement inhumain comme on n'imagine pas, des gens enfermés pendant des journées entières, privés de nourriture, privés d'eau, a fortiori si c'est des indigènes, donc des Algériens et pas des Français. C'est des gens, alors là pour le coup il y a zéro psychothérapie institutionnelle, c'est vraiment que de l'enfermement, de la médicalisation, aucune activité qui est proposée aux gens. Évidemment, il y a aussi une ségrégation très importante entre les chefs de service et les médecins qui sont français, blancs, et une grande partie du staff qui est algérien et qui est secondaire, on va dire, là-dedans. Fanon arrive, on le voit ici au milieu, et Fanon, il faut vraiment que vous visualisiez le truc, c'est cette espèce de médecin noir français qui vient de la Martinique, qui vient d'écrire un livre sur le racisme et qui arrive ici aux côtés de confrères qui sont tous blancs, encore nourris aux doctrines racistes. Pour prendre un exemple de ces doctrines racistes, tous ses collègues à Fanon, en général, ont appris à l'université de psychiatrie les cours d'Antoine Porot. Antoine Porot, c'est le fondateur de l'école d'Alger. Et les cours d'Antoine Porot, ils sont dans tous les manuels d'Algérie, mais alors là, jusqu'aux années 50, en gros, jusqu'à peu près la décolonisation, et en France, on les retrouve après à la fin des années 50. Ça dit un truc très simple, il y a des déterminismes biologiques et cérébraux à la maladie mentale, et donc il y a des déterminismes raciaux à la maladie mentale. Le noir et l'arabe sont naturellement lobotomisés parce qu'il leur manque naturellement des parties de leur lobe, alors je ne sais plus si c'est frontaux ou à l'arrière, je ne suis pas très spécialiste de ces trucs-là, mais pour Porot et donc pour les collègues de Fanon, c'est normal que les indigènes soient déficients et soient naturellement fous, naturellement, passifs, naturellement agressifs, puisque c'est dans leur construction cérébrale. Et donc Fanon va devoir côtoyer des collègues qui ont ça comme pensée. Lui, il hérite d'un service, en gros, de deux services. Un service avec ce qu'on appelle les hommes musulmans, donc les hommes algériens, et des femmes européennes. Le film a beaucoup insisté sur les hommes européens, parce que c'est là qu'il a beaucoup travaillé, mais il a aussi des femmes européennes, donc des femmes blanches. Je ne reviens pas trop en détail là-dessus, mais Fanon, il va batailler pendant des années pour essayer de mettre en place de la psychothérapie institutionnelle. Dans ses bouquins, il parle plutôt de social thérapie, mais c'est la même chose. Donc en gros, son objectif, ça va être d'humaniser ses patients. Fanon, il dit dans un livre que la folie ou la maladie mentale, c'est ce qu'il appelle une pathologie de la liberté, mot pour mot, c'est-à-dire l'idée qu'on a privé l'individu de liberté et que c'est en lui redonnant de la liberté qu'on va lui redonner une forme de santé mentale, qu'on va lui redonner accès à qui il est. Et donc pour ça, il va organiser des activités de groupe, par exemple un journal organisé par les patients. Au début, il fait un peu n'importe quoi et ensuite il comprend que comme ses patients sont algériens, il faut qu'il trouve des pratiques coutumières de l'Algérie. Donc par exemple, il va organiser ce qu'on appelle un café mort, M-A-U-R-E, qui est pratiqué par... En fait, Fanon, au début, il se gourre, il se dit je vais faire avec les femmes blanches comme je vais faire avec les hommes algériens. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il propose aux hommes d'aller tisser des paniers, d'aller faire de la couture, des trucs comme ça. Donc faire ça à des hommes algériens dans les années 50, ça n'a aucun sens. Ils se braquent tous, ça ne marche pas. Fanon se plante complètement. Il y a plein d'hypothèses sur pourquoi il s'est planté. C'est un débat
un peu secondaire. Et ensuite, il comprend, il voyage en Algérie, il fait un peu de l'ethnographie, il fait des cahiers d'ethnographie où il note ça, et il se rend compte qu'en fait, les hommes algériens, c'est pas par ça qu'ils sont intéressés, donc il fait venir des chanteurs algériens à ce moment-là, des conteurs de récits, et donc il organise un salon de thé, tout un tas de trucs comme ça, qui les fait venir, et progressivement, il a des premières évolutions positives, des premiers progrès de ses patients. Encore une fois, je ne fais pas de pub pour le film parce que j'ai pas d'intérêt particulier, mais le film, moi j'étais très touché qu'il montre ça dedans. Si vous êtes curieux de ça, le film a beaucoup insisté sur la pratique psychiatrique de Fanon qu'on ne voit pas trop en général, dont on n'entend pas trop parler. Et moi, ça m'a vraiment réjoui de voir ça. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de voir concrètement l'enfermement des patients dans des geôles vraiment horribles. Voilà. Mais un an après son arrivée, en 1954, les événements, comme on les a appelés en France, commencent. Là, vous avez une couverture du 2 novembre 1954, puisque le 1er novembre, il y a ce qu'on a appelé la Toussaint Noire, donc les premières grandes attaques terroristes du FLN, donc le Front de Libération Nationale qui vise à unifier l'ensemble des associations, des organisations indépendantistes. Je dis terroriste avec aucune connotation derrière ce terme, c'est la politique qui est revendiquée par le FLN et qui est décrite comme telle, c'est-à-dire instaurer la peur chez l'adversaire et chez les civils. Je ne suis pas en train d'avoir un débat sur est-ce que le FLN c'est du terrorisme ou pas, simplement c'est de la violence contre les civils, contre les institutions économiques, militaires. Il y a des bombes qui sont placées dans des cafés, des hôtels, c'est assumé comme tel par le FLN. Après, aujourd'hui, il y a plein de débats sur ce qu'on appelle terrorisme. À cette époque-là, le FLN ne se pose pas la question, ils appellent ça de la résistance violente et puis c'est tout. Donc il y a une série de bombes. Et Fanon va devoir très vite prendre parti, encore une fois très bien montré dans le film, parce que en fait très rapidement il voit qu'autour de lui les choses commencent à changer. Par exemple, ses collègues algériens parmi les infirmiers, parmi le personnel médical, lui amènent parfois des personnes à soigner sans qu'il sache que c'est des militants et donc il l'apprend a posteriori souvent. Parfois on lui demande, le FLN vient lui demander explicitement de soigner des gens ou de cacher des personnes qui sont recherchées par l'armée. Donc il les cache ou il les fait passer pour des fous parce qu'il sait que comme ça ils seront protégés. On lui demande aussi de fournir du matériel médical, d'aller dans certaines régions protéger des personnes. Et Fanon, évidemment qu'il le fait parce que c'est en accord parfait avec ses convictions, donc il le fait. Et progressivement, il s'engage là-dedans, sachant que Fanon, il est en fait officiellement mandataire du pouvoir français et que normalement il est de l'autre côté, quoi. À cette époque-là, il doit prendre parti, comme tout un tas de Français ont dû prendre parti dans l'Algérie des années 50. Il va se passer tout un tas de choses pendant ce moment-là et en 1956, Fanon démissionne. Il écrit une très belle lettre au ministre résident, qui est le ministre en charge du système colonial en Algérie, en disant que pour lui, désaliéner dans une société qui est par nature aliénante, c'est une mission à laquelle il ne peut pas trouver de solution. Donc il écrit la chose suivante, j'ai mis cette citation, il dit « La folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que, placé à cette intersection, j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Je me dois d'affirmer que l'arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Le statut de l'Algérie, une déshumanisation systématique. La structure sociale existante en Algérie s'opposait à toute tentative de remettre l'individu à sa place. Et donc pour cette raison, Fanon démissionne. Le problème, c'est que comme il démissionne et qu'en plus il commence à collaborer avec ceux qui sont considérés comme des terroristes, qui sont chassés, arrêtés et torturés, il ne peut pas rester comme ça tranquillement en Algérie. Et donc, il fuit en Tunisie. Alors, moi, je ne suis pas intéressé par la vie personnelle des gens. Il a une femme, il a un enfant à ce moment-là. Je vous le dis parce que, voilà, je vous le dis, mais c'est pas un truc qui, pour moi, est important par rapport à son engagement et son œuvre. Mais donc, il part avec sa femme et son enfant à ce moment-là. Donc, tout début 57, il part à Tunis, où sont réfugiés une grande partie des militants du FLN qui ne peuvent pas rester. Et en gros, à partir de là, vont subsister 3 grands engagements dans la vie de Fanon. Les 3 engagements qu'il a déjà entamés. Premièrement, la pratique de la psychiatrie qui va continuer jusqu'à la fin de sa vie. Il va ouvrir un centre de soins et un hôpital de jour à Tunis, qui est déjà très très novateur, même vis-à-vis de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il va continuer à pratiquer cette social thérapie, à avoir des patients qui viennent à la journée, à les soigner, leur proposer des activités. Il va également écrire et co-réécrire tout un tas d'articles de psychiatrie qui sont encore aujourd'hui, quand vous parlez avec des psychiatres sur ces questions, en fait assez novateurs sur la façon dont il faut traiter les patients et tout et tout. Et je dis ça et je l'évoque parce que c'est important de constater que Fanon, au cœur de son engagement, au cœur d'un moment où il est quand même pourchassé par les Français, au cœur d'un moment où il écrit plein de bouquins,
il continue la psychiatrie quoi qu'il arrive. Pour lui, c'est son métier, c'est ça qu'il fait, quoi. C'est pas du tout quelque chose de secondaire qu'il fait à côté comme ça, quoi. Et souvent, on a tendance à faire de la psychiatrie de Fanon un truc secondaire. Quand on lit ses livres et quand on connaît sa vie, c'est pas du tout comme ça qu'il l'a conçu. Pour lui, c'était vraiment si son but c'était de libérer et de désaliéner les gens, il fallait le faire autant par la psychiatrie que par la lutte ou d'autres choses. Deuxièmement, il continue son engagement pour la cause algérienne. Premièrement, en écrivant des articles dans El Moudjahid, qui est le journal de propagande du FLN. C'est le journal qui est publié au nom du FLN. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, Fanon, il va écrire dedans en signant toujours « nous, Algériens » ou « nous, Africains ». Je rappelle qu'il n'est ni l'un ni l'autre, mais que pour Fanon, son identité, c'est une identité d'engagement, une identité de militantisme, et il se définit à ce moment-là comme algérien et comme africain, et non plus comme français ou martiniquais, par exemple. À ce moment-là, il n'a pas remis les pieds en Martinique depuis 1945, et il n'y remettra pas les pieds. En même temps, il travaille pour le GPRA, donc qui est le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est nommé en hommage au gouvernement provisoire de la République de la Résistance française dans les années 40. Et il devient en 1958, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, ambassadeur du GPRA auprès du Ghana, qui est récemment indépendant depuis 1957. Et donc Fanon, à ce moment-là, va lancer son nouveau grand engagement, qui est le fait de voyager dans toute l'Afrique qui a été récemment décolonisée, pour premièrement obtenir du soutien pour l'Algérie, et deuxièmement, parvenir à une espèce d'unité panafricaine qui ferait un bloc vis-à-vis des deux blocs de la guerre froide en train de se constituer. Et avant d'arriver au troisième, une manifestation de cet engagement, la conférence de 58 des peuples africains à Accra, organisée par Kwame Nkrumah, qui est le leader de l'indépendance à ce moment-là. Fanon y participe, et vraiment, il y a une espèce d'ironie dans le fait que un Martiniquais descendant d'esclaves africains, envoyés à la Martinique par le système esclavagiste français de l'époque, donc un Martiniquais descendant d'esclaves africains, viennent représenter l'Algérie au Ghana au milieu de plein d'autres peuples africains. Ce qui vraiment est assez remarquable à cette époque-là. Quand vous lisez des bouquins d'histoire sur l'indépendance des pays africains à cette époque-là, tout le monde parle, c'est vraiment quelque chose de très récurrent, la présence et les interventions de Fanon pendant ce moment-là. On sait que par exemple, les leaders que sont Sékou Touré et Patrice Lumumba, qui a été évoqué juste avant, ont été marqués par l'engagement et par les prises de parole de Fanon. J'en donne un exemple, jusqu'à 57-58, Patrice Lumumba, donc un des leaders de l'indépendance congolaise, n'est pas encore considéré comme un indépendantiste radical. Aujourd'hui, on présente Lumumba comme une figure radicale, assez subversive, partisan même de la lutte violente par certains moments. En 57-58, c'est pas trop le cas, et il cherche toujours un espèce d'accord de sortie douce de la colonisation belge. Il est admis aujourd'hui par pas mal d'historiens, c'est un peu sujet à débat, qu'à la suite de sa rencontre avec Fanon et d'autres personnes, premièrement, il a vraiment changé vers une tournure indépendantiste nette, et deuxièmement, il a commencé à comprendre que la violence faisait partie des méthodes de la lutte indépendantiste. Fanon écrit notamment un très grand texte, également en 60 à Accra, qui s'appelle « Pourquoi nous utilisons la violence ?», qui est un très beau texte sur cette question. Et donc, troisième engagement de l'époque de Fanon, l'écriture. Donc il publie un livre dont je vais parler plus tard, en 59, L'an 5 de la Révolution algérienne, en référence à l'an 5 de la Révolution française, enfin aux années décomptées de la Révolution française. J'en reparlerai plus tard. Et deuxièmement, il prépare un livre qui veut être son espèce de chef-d'œuvre du panafricanisme, qu'au début il prépare comme étant Alger le Cap, qui portera un autre nom par la suite. Un problème, en septembre 1960, pour ceux qui ont vu le film, vous le savez, Fanon, il se sent très malade, il est épuisé, il y a des moments où il tousse et il crache du sang, il se sent pas bien. Il fait des tests et il découvre qu'il a atteint une leucémie, et comme il est médecin, il sait bien qu'en gros il lui reste à peu près 1 ou 2 ans à vivre à ce moment-là. Je rappelle qu'il est né en 25, donc il est encore très très jeune à ce moment-là. Il a envie de rencontrer Sartre à tout prix. Fanon, à ce moment-là, il est dans une espèce de déplacement bouillonnant. Il va un peu à Rome participer à un congrès, il va un peu à la frontière algéro-marocaine, il va dans plein de pays africains, il s'arrête pas. En même temps, il passe son temps à écrire, il s'engage, il sait qu'il est recherché par les services secrets français parce qu'il est militant du FLN. Et donc, par exemple, quand il va à Rome, il change d'hôtel et de chambre tous les soirs, il voyage avec un faux nom. Oui. Alors je ne sais pas exactement, mais au moins depuis qu'il est parti, j'ai pas envie de vous dire de date un peu arbitraire comme ça, mais sa démission c'est 56, il part en janvier 57, mais sa démission c'est 56, et il commence à s'engager
au moins à partir de 54, donc j'ai envie de dire 54-55. Il n'est pas recherché explicitement, mais il est soupçonné par l'armée française. Et je pense qu'à partir de 56-57, c'est net que c'est un opposant. Je prends un exemple en revenant. L'an 5 de la révolution algérienne sort donc en 59. Il est tout de suite mis à l'index en France et il est censuré. Et c'est interdit de vendre l'an 5 de la révolution algérienne. Ça, c'est en 59, mais on vit dans un état de censure et de contrôle de ce qui se publie et de ce qui se dit en France. Il obtient, donc il est édité par François Maspero, des éditions Maspero en France, et Maspero est en contact avec Claude Lanzmann, qui est en contact avec Sartre, donc Fanon a à tout prix envie de rencontrer Sartre, et donc il y a cette lettre que j'ai voulu indiquer de Fanon à Maspero. Il dit « Demandez à Sartre de me préfacer. Dites-lui que chaque fois que je me mets à table, je pense à lui. » Je me mets à table pour écrire, pas pour manger. « Lui qui écrit des choses si importantes pour notre avenir. » Et ça, vraiment, si vous avez pas mal bossé du Sartre et que vous ouvrez un livre de Fanon, notamment son dernier livre, c'est assez transparent l'influence de Sartre à l'intérieur de ça. Je le dis parce que ensuite Sartre a fait une préface des damnés de la Terre. Et elle a été pas mal critiquée, même il y a des idées que Fanon ne l'aurait pas appréciées. Bon, ça c'est un autre débat, mais Fanon admirait Sartre, il l'a commenté de son premier à son dernier livre, il avait des désaccords avec lui, mais pour lui c'était vraiment une figure très importante, dont il ne faut pas du tout sous-estimer l'importance, même dans l'univers intellectuel et dans l'univers de cette époque. Sartre c'est quand même un intellectuel... comment dire, bourgeois blanc parisien de ces années-là qui s'engage pour le FLN, enfin qui s'engage pour l'indépendance algérienne, quels que soient tous les reproches que je suis prêt à lui faire par ailleurs. En novembre 61, est publié son dernier livre qui est Les damnés de la Terre, qui était donc à la base le projet Alger-Le Cap dont je parlais. Il réussit par tout un tas de stratégies à être soigné, à être envoyé d'abord en URSS et après à Washington pour être soigné, où il meurt en décembre 1961, donc à peine un mois après la sortie des damnés de la Terre. Apparemment, il aurait quand même lu la préface de Sartre et il l'aurait plutôt désapprouvé, soit. Et donc son corps est rapatrié en Algérie, où il est enterré. Voilà pour la partie de la vie de Fanon. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite, le temps que je boive un peu d'eau? Une leucémie. Pas trop d'autres questions. Très bien. Donc, on pourra après, si vous voulez, reprendre sur sa vie ultérieurement, bien sûr. Maintenant, on va parler de, donc, comme je l'ai dit, 3 grandes leçons de la pensée de Fanon. Vraiment, j'insiste sur le fait que c'est réducteur ce que je suis en train de faire et qu'on pourrait aborder plein d'autres choses et que j'ai dû choisir arbitrairement parmi d'autres thèmes. J'ai déjà fait des conférences où j'ai parlé d'autres sujets. Là, j'ai choisi ceux-là. Déjà, de une, j'espère que ça va vous intéresser. Et de deux, sachez que ça ne limite pas la pensée de Fanon à ces 3 grands thèmes. Il y en a vraiment plein d'autres. Moi, je veux... Bon, évidemment, j'ai écrit un livre sur Fanon. Je suis content quand les gens le lisent. Mais moi, je suis surtout content quand ça donne envie aux gens de lire Fanon directement. Et je peux que vous inviter à aller lire Fanon directement. Ce qui n'est pas du tout une bonne façon de faire de la promo, mais je ne suis pas là pour ça. Pour moi, Fanon, il nous permet au moins 3 choses. Premièrement, de comprendre l'histoire française et l'histoire coloniale, puisque pour moi, l'histoire coloniale française, c'est aussi l'histoire de France, et il faut la comprendre en tant que telle. Ensuite, d'éclairer, selon moi, notre époque. Je pense qu'on peut comprendre, et vous allez le voir assez explicitement, plein de choses sur notre époque en remontant 50, 60 ans en arrière. Et troisièmement, je pense que Fanon peut aussi encore apporter pas mal aux mobilisations politiques contemporaines, à la façon dont les gens se posent des questions sur certains mouvements politiques. Bon, évidemment sur la question de la violence, mais pas seulement. Premier grand thème, la question du racisme et de la culture. En 1956, donc 2 mois avant sa démission, Fanon il fait quelque chose d'assez bizarre. Il traverse la Méditerranée, il participe au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui est organisé à la Sorbonne. Pendant plusieurs jours, les organisateurs veulent réaffirmer une sorte de Bandung culturel. La conférence de Bandung, 1 an plus tôt, a permis donc, de fonder le mouvement des non-alignés. 1 an plus tard, le congrès des écrivains et artistes noirs veut faire ça. C'est vraiment un moment d'ébullition incroyable qui est complètement ignoré historiquement. Moi, vraiment, je l'ai découvert au moment de mes travaux sur Fanon. On dit toujours qu'actuellement, il y a plein de gens qui font des travaux entre noirs, entre minorités, qu'il y a une espèce de pensée identitaire qui viendrait des années 2000. La preuve que pas du tout. Il y a 60 ans, ça existait déjà. Enfin, il y a 70 ans, ça existait déjà. Et donc, l'idée que vraiment, aujourd'hui, on ferait des choses identitaires qui avant n'existaient pas, qu'il y aurait, je sais pas...
enfin, une réduction à l'identité africaine ou noire qui serait seulement maintenant et qui serait un truc de notre époque qu'il n'y aurait pas eu avant, c'est vraiment une ignorance totale de l'histoire en fait, des mouvements antiracistes, quoi. Les mouvements antiracistes ont toujours eu des moments de mobilisation et de fierté dans ces groupes. Et cette conférence en est une, vraiment, je vous invite à vous renseigner dessus. Il y a plein de grandes figures de la pensée antiraciste et noire mondiale qui participent à ça, pas seulement française. Donc il y a Senghor qui est le leader de l'indépendance sénégalaise, il y a Césaire, il y a James Baldwin dont j'ai parlé qui participe, il y a Josephine Baker, il y a Cheikh Anta Diop qui est une des plus grandes figures des réécritures de l'histoire africaine. Sartre et Picasso viennent. Picasso fait l'affiche, qui est une très belle affiche de cette conférence. Et donc c'est vraiment un moment très important. Fanon, il donne une conférence, et si par hasard vous êtes un peu curieux, vous tapez Fanon, racisme et culture sur YouTube, c'est le seul enregistrement audio qu'on ait de la voix de Fanon. Et moi, c'est un audio que j'ai écouté 100 fois, parce que du coup, ça me rend très très content de l'entendre. On entend Fanon faire un discours, on entend son humour, on entend son éloquence, ça vaut vraiment le coup d'écouter ça, ça dure 20-30 minutes. Et dedans, il réfléchit sur la question du racisme et de la culture. Et en gros, il nous apporte plusieurs conclusions que je vais un peu vous résumer maintenant. Elles sont dans le livre et on peut les trouver dans son texte. Ce n'est pas un texte très compliqué. Fanon, il commence par parler des rapports entre racisme et colonialisme, ou racisme et monde colonial. Première grande thèse, donc là je vais un peu donner une liste de grandes thèses de Fanon que je vais essayer d'expliquer. Là on n'est plus trop dans la vie de Fanon, maintenant je vais plutôt, c'est pas de la philo, mais on va dire développer vraiment les grandes idées de Fanon. Première grande idée, pour Fanon, en contexte colonial tel que le contexte des années 1950, le racisme n'est que l'idéologie des sociétés coloniales. Fanon, ici, il parle en tant que marxiste, et un marxiste, ça dit quoi? L'idéologie est le reflet des structures économiques et sociales d'une époque et d'une société donnée. L'idéologie capitaliste est avant tout le reflet d'une société économiquement capitaliste. Pour résumer du Marx, je fais vraiment du Marx très très résumé. Pour Fanon, le racisme, c'est quoi? C'est l'idéologie d'une société qui oppresse des personnes considérées comme inférieures. Et cette société, elle doit bien se donner des justifications à ce qu'elle est en train de faire. Pour Fanon, c'est comme ça qu'il faut comprendre le racisme. Une société décide d'opprimer des populations, de les exploiter économiquement, de les torturer, de les maltraiter. Fanon dit, une société ne peut pas faire ça sans en même temps se donner l'impression qu'elle a raison de le faire, se donner une légitimité idéologique. Et ça, c'est le racisme. Le racisme, c'est l'idée qu'on a raison de faire ça, et donc on va développer tout un tas d'idées qui justifient ça. Donc vraiment, ça c'est la base de ce que dit l'idéologie allemande de Marx. Les idées reflètent la situation concrète du monde, en gros. Deuxième idée qui est très très importante dans cette conférence, le racisme n'est pas un avis personnel ou une disposition de l'esprit qui dépendrait d'un individu ou d'un autre individu. C'est un système de pensée qui est commun à toute une société. Pour Fanon, dans une société raciste, le racisme, c'est l'idéologie commune à tous ces gens-là. Et donc, ce n'est pas un individu qui serait plus raciste qu'un autre, c'est le système de pensée qui est proposé à l'ensemble des membres de cette société, qui est même plutôt imposé que proposé. Troisième idée, je reviendrai après sur cet exemple de façon un peu détaillée. Fanon écrit explicitement, dans une société raciste, le racisme est la pensée normale. C'est la norme d'être raciste puisque l'ensemble des personnes élevées dans cette société sont élevées avec la norme raciste. Et donc la conséquence de ça, c'est que la personne raciste est une personne normale. C'est une personne qui défend des idées totalement normales. Par normal, j'entends dans la norme et pas bien évidemment. Ici, normal, c'est ce qui est la norme de pensée. Fanon ne le fait pas, mais on peut faire un parallèle avec le sexisme. Dans une société patriarcale et sexiste, le sexisme, c'est la norme. Dans un univers entièrement masculin, chez les hommes, avoir des propos dégradants, discriminants à l'égard des femmes, c'est la norme et c'est tout à fait admis par l'ensemble des hommes. J'ai pris l'exemple de l'affaire Merwan Belnazar qui a eu lieu il y a un an, c'était en janvier 2025, donc il y a un an pile. Donc cet humoriste qui est sur France Inter et qui était passé dans une émission télévisée, et à la suite de ça, Rachida Dati, ministre de la Culture, s'était un peu indigné de sa présence en insistant sur des tweets sexistes qu'il aurait publiés par le passé. Bon, alors apparemment ces tweets étaient, pour moi c'est pas vraiment un débat si ces tweets étaient sexistes ou pas, parce que en fait moi ce qui m'intéresse c'est que le sexisme de cette personne pose problème et pas d'autres personnes en fait. Et c'est en ce sens que l'affaire Benlazar, selon moi, illustre la pensée de Fanon, puisqu'en fait le sexisme n'est pas un problème pour énormément de personnalités médiatiques à la télé. Je pense que vous m'accorderez qu'il est assez
possible de tweeter des choses sexistes, de dire des choses sexistes à la télé, sans se faire radier d'un média, et encore moins sans que la production reçoive un coup de fil de la ministre de la Culture pour sanctionner la présence d'une personne. Ici, ce qui est remarquable, c'est que c'est le sexisme d'une personne racisée qui pose problème. Merwan Benlazar, son sexisme, il pose problème parce qu'il est associé au sexisme des hommes arabes, musulmans, ici qui seraient, attribué à une idéologie des frères musulmans dont il ne se réclame pas par ailleurs. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire, mais en gros l'idée c'est que le racisme, il permet de justifier des sanctions. Ici, une sanction qu'on a envie d'appeler féministe, mais une sanction que pour une certaine personne. Le racisme, il permet de justifier des choses qu'on ne peut pas justifier du coup vis-à-vis d'un sexisme d'un homme blanc. Un homme blanc, on ne pourrait pas lui attribuer ça. Donc, je répète ce point, dans une société raciste, le racisme est la pensée normale. Ce qui, encore une fois, ne disculpe pas un quelconque tweet raciste. Pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Et quatrième point à la suite de ça, ABCD, troisième point, excusez-moi. Lutter contre le racisme sans lutter contre les causes du racisme, pour Fanon, c'est complètement efficace et ça n'a aucun sens. L'idée que vous luttez contre les discours racistes, contre la pensée raciste, mais que vous ne luttez pas contre la société qui produit le racisme, c'est des bonnes volontés, mais franchement, ça sert à rien. Fanon, il dit, ça existait déjà à l'époque, les campagnes de publicité antiracistes, les gentils messages, les appels à l'amour et au respect de l'autre, pour Fanon, vraiment, c'est brasser de l'air pour rien, ça n'a aucun sens. Il dit qu'il faut faire la distinction entre le racisme conséquence et le racisme cause. Si on s'attaque au racisme conséquence, l'idéologie, en fait, on ne s'attaque pas à sa cause, à savoir à la structure coloniale, capitaliste, qui produit ce racisme. Et donc pour Fanon, à l'époque, par exemple, il y a tout un tas de campagnes de l'ONU qui visent à lutter contre le racisme. On appelle plein de grands intellectuels du monde entier, dont Lévi-Strauss et d'autres personnes, pour écrire des livres contre la pensée raciste. Fanon, il dit oui, ok, très bien. Lévi-Strauss a écrit un très beau livre à ce moment-là, dans le cadre du projet de l'ONU qui s'appelle Race et Histoire. Mais Fanon, il dit en fait, on confond la conséquence et la cause. Lutter contre une idéologie sans lutter contre le système, ça n'a aucun sens, ça ne mène à rien. Et donc il faut lutter contre ici le système colonialiste. Et cinquième idée, selon Fanon, une société est raciste ou elle ne l'est pas, point final. Selon Fanon, il n'y a pas de degré de racisme, il n'y a pas l'idée qu'une société serait plus ou moins raciste. Tant qu'une société est raciste, même un petit peu raciste pour Fanon, elle contient en elle les germes de toutes les potentialités du racisme. En gros, à partir du moment où il y a un petit peu de racisme, en fait, certes, il n'y a peut-être qu'un peu à ce moment-là, mais une société est capable de faire bien pire. Alors l'exemple que j'ai choisi, on pourrait prendre une vingtaine d'exemples sur ce sujet-là. L'exemple que j'ai choisi, parce que moi c'est une histoire que j'ai un peu étudiée, c'est l'histoire du racisme aux États-Unis. En mettant en bas, c'est affiché de façon extrêmement violente. J'avoue que quand je l'ai fait, je ne pensais pas que ce serait projeté de façon aussi brutale comme ça au projecteur. Un exemple de lynchage aux États-Unis dans les années 1910-1920. D'abord, je dis ça parce qu'on présente souvent les lynchages aux États-Unis comme des espèces de moments de haine incontrôlée et de passion où les gens ne se contrôlaient pas, ils prenaient une personne noire comme ça sans réfléchir. C'est pas du tout le cas. Il y a vraiment des cartes postales de lynchage aux États-Unis. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de cartes postales où on met des enfants, des nourrissons à côté d'un noir à qui on vient de couper les testicules. C'est un moment de fête, c'est un moment de célébration. C'est un moment complètement banal dans la vie d'une ville dans le sud des États-Unis. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on pourrait se dire qu'à la suite du mouvement des droits civiques des années 50-60, en fait, le racisme n'a pas disparu, mais en tout cas, les États-Unis sont devenus moins racistes, donc comme s'il y avait des degrés de racisme. Et en 2017, dans le sud des États-Unis, donc à Charlottesville, par ailleurs, petite ville très mignonne et sympathique, on a eu donc une mobilisation qui s'appelait Unite the Right, donc unifier la droite, pendant laquelle, au nom de la liberté d'expression, des drapeaux confédérés, donc défendant l'esclavagisme, et des drapeaux nazis ont pu surgir, où il y a eu une femme militante antifasciste qui a pu être tuée par un militant d'extrême droite. Et évidemment, je ne vous fais pas l'histoire contemporaine du racisme qui est en train de se produire aux États-Unis, mais l'idée, c'est que c'est pas parce qu'avant il n'y a pas... Fanon, en fait, je vais vous prendre directement ce que dit Fanon, c'est pas parce qu'une société n'est pas encore en train de lyncher ou d'employer des chambres à gaz que du coup elle est moins raciste qu'une société qui le ferait. Parce qu'en elle, il y a la potentialité que ça se produise. Pour prendre une comparaison à laquelle que je veux pas attribuer à Fanon parce qu'il ne l'a fait pas à son époque, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu Gaza en 2020 qu'il n'y a pas la potentialité de Gaza en 2025-2026, en gros. À partir du moment où un groupe est déjà infériorisé, défini comme racialement inférieur et qui mérite d'être exterminé, qu'on ait déjà commis un crime à son égard ou pas,
il y a déjà cette potentialité. Et donc la société, elle est raciste dans son entièreté, selon Fanon, en gros. Ça, c'est la première grande idée. Deuxième, je suis beaucoup trop long, je pense que je vais m'arrêter que à la question du voile, parce que sinon je serais vraiment trop long, je ne ferai pas mon grand 3 sur la violence, si vous voulez, on la fera en débat. Autre idée sur la question du racisme, pour Fanon, pour comprendre le racisme, il faut l'étudier comme un phénomène historique qui dépend toujours de conditions particulières. Il n'y a pas le racisme comme concept général qui serait partout le même. Pour Fanon, le racisme, il prend des formes historiques plurielles qui ne sont pas les mêmes partout, ce qui veut dire du coup qu'il est contingent. Contingent, ça veut dire qu'il peut exister ou ne pas exister, il n'est pas nécessaire. Et la conséquence politique, qui est plutôt une forme d'optimisme selon Fanon, c'est qu'il pourrait tout à fait exister des sociétés sans racisme. Une société qui n'aurait pas besoin de justifier une oppression, une infériorisation, une exploitation. Elle pourrait, Fanon dit bien elle pourrait, il ne dit pas qu'il y en a, mais il pourrait exister des sociétés sans racisme. Fanon est un éternel optimiste, donc c'est assez fréquent. Fanon nous donne dans cette conférence toujours 3 grandes formes historiques de racisme sur lesquelles, en fait, il nous éclaire énormément pour aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'il appelle le racisme vulgaire ou primitif. En gros, c'est le racisme des préjugés. C'est le racisme qui consiste à ne pas trop argumenter avec des théorisations, mais qui consiste à dire il y a des peuples inférieurs et des peuples supérieurs. Oui. Ah pardon, je ne voulais pas la main, excusez-moi. Il dit que parfois ça peut s'appuyer, pas encore sur la science, mais sur des théories philosophiques ou religieuses. Et il donne un exemple qui est aujourd'hui pas trop connu, mais l'exemple de la malédiction de Canaan ou la malédiction de Cham, qui est tirée de la Genèse. Vous pouvez rechercher ça, c'est quelque chose d'assez connu, surtout dans l'histoire du racisme colonial et américain. L'idée, c'est que les descendants de Noé, parmi eux, il y aurait Cham, et que Cham aurait vu la nudité de son père dans un moment d'ivresse, et qu'ayant vu la nudité de son père, il aurait été maudit, et que du coup, l'ensemble de ses descendants aurait été condamné à la servitude et à l'exploitation, et que Cham serait le père des peuples noirs. En gros, parmi les descendants de Noé, il y a les pères de tous les peuples. Ismaël serait le père des Arabes, par exemple, et Cham serait le père des Noirs, et que lui, il aurait reçu cette malédiction qui pour le coup, par exemple, dans les États-Unis des années 1800, a justifié chez tous les prêtres de l'époque la pratique de l'esclavage. C'est quelque chose, c'est pas du tout anodin, quoi, la malédiction de Cham. C'est vraiment l'objet de tout un tas de livres et de discours à cette époque-là. Deuxième forme de racisme dont on a parfois entendu parler un peu plus, le racisme rationnel ou scientifique, qui cherche à rationaliser et expliquer biologiquement une pensée qui est déjà là. Là, c'est vraiment la théorie de la race telle qu'elle a émergé en Europe au XIXe siècle. L'idée, c'est que la race ou l'infériorisation, elle est justifiée par le sang et à partir du début du XXe siècle, par la génétique, en gros. J'ai mis ici une illustration d'un manuel que connaissaient les petits-enfants jusqu'au milieu du XXe siècle, le Tour de France par 2 enfants, dans lequel vous avez une exposition des 4 grandes races, donc la race blanche, rouge, jaune et la race noire à côté. Les petits-enfants apprenaient à lire ou se cultivaient avec ça jusqu'aux années 40-50 facile. Ça a surpassé la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ce racisme, en général, en France, on l'associe au nom de Gobineau, qui est le grand théoricien de ça, mais souvent, le problème de parler de Gobineau, c'est qu'on oublie qu'en fait, il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres médecins qui ont travaillé sur ces questions-là. Et il ne faut pas du tout réduire ça à une seule personne. C'est vraiment, j'ai parlé tout à l'heure d'Antoine Porot, mais c'est vraiment plein d'intellectuels, c'est vraiment la pensée dominante. Si ça vous intéresse, il y a une historienne française qui a écrit un livre qui s'appelle Corps noir, médecin blanc. Elle s'appelle Delphine Peretti-Cortis, si ça vous intéresse, qui a fait toute une histoire de la science française raciste et coloniale du 19e au 20e siècle. Donc Corps noir, médecin blanc. C'est une référence au livre de Fanon en plus. C'est un très très beau livre sur cette question. Troisième racisme, qui selon moi nous éclaire le plus sur nos problématiques contemporaines, ce qu'il appelle le racisme culturel. Et alors là, les liens avec maintenant sont vraiment explicites. Fanon, il nous dit, après le nazisme et après les crimes commis au nom des théories raciales, la race scientifique, elle devient injustifiée, elle devient inappropriée dans les discours racistes. Et donc le racisme, il a besoin de se renouveler et de trouver une nouvelle justification. Et donc, au racisme biologique va se substituer ce qu'il appelle le racisme culturel. C'est un racisme qui ne parle plus de race, le mot race n'apparaît quasiment plus, mais il parle à la place, comme c'est écrit à la fin, de cultures incompatibles, de valeurs irréconciliables. Et donc je vous ai mis ici une citation où Fanon écrit « L'objet du racisme n'est plus l'homme en particulier, mais une certaine forme d'exister. À l'extrême, on parle de message, de style. Les valeurs occidentales rejoignent singulièrement le déjà célèbre appel à la lutte de la croix contre le croissant. »
Bon, là, les similitudes avec le contemporain, j'ai pas trop besoin de vous les justifier, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les racistes ne parlent pas de race, en fait. Aujourd'hui, c'est même assez commun que quand on taxe une personne de racisme, en fait, cette personne dit « mais non, moi, je suis pas raciste ». Et moi, je pense sincèrement que l'extrême droite et les racistes d'aujourd'hui, alors pas tous, il y en a, oui, mais n'adhèrent pas pour la plupart, aux théories raciales du 19e siècle. En fait, ils ont renouvelé leur mode de pensée raciste et ils adhèrent bien plutôt à cette forme de racisme culturel, à l'idée qu'il y aurait des cultures incompatibles, qu'il y aurait des valeurs qui viendraient, je sais pas, remplacer d'autres valeurs, etc., etc. Et Fanon, c'est là où il est quand même extrêmement, selon moi, précurseur. Il y a littéralement 60 ans, on est en 70 ans, on est en 1956, anticipe déjà cette évolution. Donc encore une fois, dans cette conférence racisme et culture. Aujourd'hui, l'extrême droite ne parle pas de race. Et même aujourd'hui, l'extrême droite a plutôt tendance à dire que c'est la gauche qui parle de race. Donc vous voyez, en fait, il a vraiment très très bien anticipé ça. Je mets quand même un bémol à ce que je suis en train de dire et à ce que dit Fanon. Quand on se renseigne un peu sur ces questions, en ce moment, on pourrait presque dire qu'il y a un espèce de retour de la race chez certains théoriciens de l'extrême droite, à la fois avec une espèce d'obsession pour la génétique et la génétique occidentale et européenne. Et deuxièmement, il y a des fois une fierté blanche qui est explicite. En ce moment, il y a un grand théoricien de l'extrême droite qui s'appelle Julien Rochdy, qui vient d'écrire un livre sur le peuple blanc, par exemple. Donc, ça n'a pas totalement disparu, mais Fanon nous donne quand même déjà des billes pour comprendre le racisme contemporain. Donc voilà, pour résumer ça, j'ai été beaucoup trop long. Fanon, il inscrit premièrement le racisme dans l'histoire et dans la contingence d'un système politique. Deuxièmement, il nous montre comment lutter contre le racisme en luttant non pas contre cette idéologie, mais contre le système qui en est à l'origine. Et il nous fait analyser différentes formes de racisme. Ce qui pour moi est vraiment important parce que du coup, pour taxer les racistes de racisme aujourd'hui, il ne faut pas aller sur le plan du racisme biologique parce que ce n'est pas ce qu'ils disent. Il faut aller sur le plan du racisme culturel, selon moi. Je vais parler du coup, je m'arrêterai à la fin de ce 2 parce que le 3 ce serait vraiment trop long et je veux laisser le temps, si vous voulez, à de la discussion. Fanon, il écrit un texte qui, selon moi, devrait être lu par beaucoup de gens. Alors moi, j'ai pu en mettre que des extraits parce qu'il fait, je crois, une vingtaine, trentaine de pages. Donc c'est dans l'enceinte de la Révolution algérienne. L'enceinte de la Révolution algérienne, Fanon, il a voulu faire ce qu'on a appelé une sorte de sociologie de la Révolution. D'ailleurs, ça a été le nom qui a été donné parfois après au livre. Il a voulu faire une histoire contemporaine, c'est-à-dire vraiment en acte, pendant le moment, de ce que c'était la Révolution et de ce qu'elle était en train de faire à la société à ce moment-là. Donc par exemple, il y a un petit chapitre sur le voile algérien qui s'appelle « L'Algérie se dévoile ». Si vous voulez le trouver, donc soit vous le trouvez dans l'enceinte de la Révolution algérienne, sinon vous le trouvez en PDF sur Google, vous tapez l'enceinte de la Révolution algérienne. Pour moi, c'est vraiment un très beau texte. Il y a un truc sur les postes TSF et leur usage, donc les postes de radio. Il y a un chapitre sur l'évolution de la famille algérienne et l'émancipation des femmes algériennes pendant la guerre d'Algérie. C'est vraiment un très très beau... Enfin, le livre est très intéressant. Il est un peu ignoré dans la pensée de Fanon. Et le texte sur l'Algérie, enfin sur le voile, donc l'Algérie se dévoile, est vraiment un très beau texte. Alors, avant de commencer, je précise que Fanon, il parle, et c'est ce qu'on va voir après, du voile en contexte algérien de 56, qui n'est donc pas à calquer mot pour mot sur les questions du voile qu'on a en France depuis les années 30. Puisque Fanon, je vous l'ai déjà dit avec le racisme, Fanon est quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, historicise les choses. C'est-à-dire qu'il les situe toujours dans leur contexte précis. Et pour lui, ça n'a pas de sens de plaquer des choses sur des contextes qui sont différents. Il faut toujours les comprendre vraiment dans un contexte spécifique. Donc, il ne faut pas prendre tout ce que je dis comme une espèce de calque sur ce que ce serait le voile maintenant. Fanon se pose en gros 3 questions dans ce texte. Je rappelle que Fanon, il vit en Algérie, il est en train de lutter auprès du peuple algérien au moment où il a écrit ça. Quel est le statut du voile, donc du voile algérien dans la société, dans l'Algérie coloniale ? Comment est-il perçu et traité par le pouvoir français et par les politiques coloniales ? Et quels sont les usages du voile ? Parce qu'on va voir qu'il y a une évolution des usages du voile. Je reviens avant en arrière. Le voile dont parle Fanon, vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle en Algérie le haïk. Donc c'est un voile traditionnel qui n'a pas que ou pas seulement une connotation religieuse. C'est un voile traditionnel utilisé par certaines femmes en Algérie, pas toutes les femmes au moment de la guerre d'indépendance. Il est constitué de 3 pièces, et donc voilà, c'est ça. Je précise parce qu'encore une fois, c'est important aussi de dire qu'il y a des voiles et que le haïk n'est pas le hijab, n'est pas le tchador, n'est pas la burqa, etc. Il y a cette confusion n'est pas du tout dans ce qui intéresse Fanon dans cette réflexion. Fanon, sa réflexion, elle parle d'un point qui est comment le colonisateur français traite-t-il le voile. Et il dit, premièrement, quand un colonisateur il arrive dans un pays, il a besoin d'identifier le colonisé et de trouver des marqueurs précis qui permettent de dire ça c'est du colonisé, ça c'est du colonisé, ça ce n'en est pas. Et le vêtement, c'est très pratique parce qu'un vêtement, c'est porté par les gens et vous pouvez dire une djellaba c'est ça, des chaussures c'est ça, etc., etc. Dans ce contexte, le voile, pour un colonisateur,
Je rappelle, un colonisateur qui est très très ignorant vis-à-vis des colonisés, mais qui a besoin de construire un savoir. Fanon nous dit que les colonisateurs, ils ont besoin d'objectiver, de construire un savoir et des connaissances sur les colonisés. Et donc le vêtement, c'est très pratique pour faire ça, parce que si vous voyez le voile, vous dites, ok, les femmes algériennes, c'est des femmes voilées, donc voile égale Algérie, en gros, très simplement dans la pensée du colonisateur. Le vêtement, c'est perceptible et c'est identifiable, et on reconnaît les Algériens ou les Algériennes par le voile, en gros. À partir de là, dans le raisonnement du colonisateur, alors je vous laisse faire les parallèles avec aujourd'hui, hein, évidemment, il y en aura qui se feront au fur et à mesure, mais là, je parle vraiment dans le contexte de Fanon. À partir de là, le voile devient un marqueur d'appartenance et du statut de la femme algérienne. À partir de là, le voile, c'est deux choses. Premièrement, voile égale nationalisme algérien. Deuxièmement, voile égale les femmes algériennes sont soumises par les hommes algériens. En gros. Et Fanon décrit ça et dit, à partir de ce moment-là, pour le colonisateur, les femmes voilées appartiennent au nationalisme algérien. Et deuxièmement, les femmes voilées sont contraintes à être voilées par les hommes algériens dont on essaye de les libérer. Et donc le colonisateur va se donner une mission d'émancipation à ce moment-là. Émancipation forcée, bien entendu. Émancipation qui n'est pas exigée ou réclamée de la part des femmes algériennes. Fanon écrit la chose suivante: convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l'arracher à son statut, c'est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l'homme et posséder les moyens pratiques efficaces de déstructurer la culture algérienne. Pour Fanon, quand vous touchez au voile, c'est-à-dire quand vous touchez aux femmes, mais quand vous touchez au voile, en fait vous touchez les hommes, vous touchez en même temps les Algériens, parce que vous montrez aux hommes algériens que ce sont des oppresseurs et que du coup, c'est vous qui êtes en train de libérer les femmes, en gros. C'est ça qui est produit par le fait de toucher le voile et ensuite de dévoiler les femmes. Fanon prend tout un tas d'exemples d'employeurs français qui ont des employés algériens et qui, du coup, les proposent à leurs employés de venir dîner chez eux avec un acte un peu paternaliste de bienveillance, en disant vous pouvez inviter votre femme, tant qu'elle n'est pas voilée, elle peut venir, mais du coup, ça pose un problème. Et du coup, ici, l'homme algérien, il est mis face à son espèce de statut d'oppresseur. S'il ne peut pas venir avec une femme non voilée, c'est qu'il la force à se voiler, et donc c'est qu'il l'opprime. En gros, c'est aussi simple que ça. À partir de là, forcer les femmes, ou faire que les femmes, parce qu'on verra qu'après, c'est pas seulement forcer, c'est un peu plus complexe, faire que les femmes enlèvent leur voile, c'est émanciper les femmes à la fois de leur mari oppresseur. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est du point de vue du colonisateur. Donc, c'est émanciper la femme de son mari oppresseur et l'émanciper d'elle-même puisqu'elle aurait intériorisé cette oppression. C'est comme ça que le voile est traité par le colonisateur à ce moment-là. Et donc du coup, le colonisateur qui est venu opprimer un peuple, qui est venu sans lui demander son avis, qui est venu par la force des fusils, devient le libérateur et l'émancipateur. C'est ça la force en fait du fait de traiter le voile. Dire aux femmes on va vous enlever votre voile, c'est aussi devenir le libérateur alors même qu'on est venu pas en tant que libérateur. Fanon, donc là j'ai mis deux images un peu ironiques, mais qui pour moi sont vraiment loin d'être ironiques, et je reviendrai après sur un moment que vous aviez peut-être vu où Zemmour a forcé une femme, enfin a incité une femme à se voiler, parce que moi quand j'ai vu ça j'étais en pleine rédaction du bouquin, donc pour moi c'était vraiment fascinant. En 1958, donc 4 ans après le début de la guerre, se crée le mouvement de solidarité féminine qui est dirigé et organisé par les épouses Salan et Massu. Donc c'est les épouses des généraux Salan et Massu qui sont les leaders de l'Algérie française, qui sont les généraux putschistes après contre De Gaulle, les grands partisans de la torture. C'est vraiment ceux qui sont considérés comme les gros criminels de guerre, quoi. Et leurs femmes, à ce moment-là, en lien avec le bureau de la guerre psychologique, qui est un bureau au sein de l'armée française, qui vise à mener une guerre psychologique en Algérie, organise le mouvement de solidarité féminine. Qu'est-ce que c'est ce mouvement ? Il consiste à, premièrement, mener tout un tas d'actions qu'on va appeler humanitaires ou bienveillantes, par exemple des campagnes de vaccination pendant la guerre dans les campagnes algériennes, des campagnes d'alphabétisation au sein des campagnes algériennes, pour montrer que la guerre, elle est aussi faite au nom de bonnes choses vis-à-vis des Algériens et des Algériennes. Et deuxièmement, il y a donc cette action de psychologie, de dévoilement qui est faite, puisque le but, c'est de montrer qu'on est en train de libérer les femmes. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir ces vidéos. Ces vidéos, elles existent réellement. Le Monde a fait une excellente vidéo, reportage sur ça. Le titre, c'est quand la France dévoilait des Algériennes, quelque chose comme ça. Vous le trouvez assez facilement. En fait, en 1958, il y a eu une grande cérémonie de dévoilement organisée par l'armée française sur la grande place d'Alger. Il faut vraiment que vous imaginiez, je ne peux pas vous mettre la vidéo là, mais enfin, je ne l'ai pas, mais je veux dire, ça se voit assez bien.
des milliers de colons français. On est en pleine guerre civile, il y a vraiment des bombes partout. Et donc là, des milliers de Français sur la place. Et au balcon d'un grand bâtiment apparaissent plusieurs personnes, dont des Algériennes, qui se présentent au micro. Et donc là, vous avez une des images. Et en fait, elles enlèvent leur voile devant une foule en liesse qui les applaudit, qui acclame, qui hurle. C'est vraiment complètement fou, cette scène. Et ensuite, elles prennent le micro et elles remercient la France de les avoir libérés, de leur avoir produit les lumières, etc. etc. C'est complètement lunaire, cette scène, mais elle existe, quoi. Et moi, je pense que tant qu'on n'a pas vu cette scène et tant qu'on n'a pas vu ce que fait la France en 58, on ne comprend pas ce qui se passe en fait depuis les années 80 en France, parce que l'idée que le problème du voile, avec beaucoup de guillemets, ce serait un problème des années 80-90, bah non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui, du point de vue de la France, a commencé bien plus tôt. Et je rappelle par ailleurs que la France n'a pas inventé les cérémonies de dévoilement. Atatürk, au moment de la laïcisation de la Turquie dans les années 20, a organisé des campagnes de dévoilement de femmes militaires qui défilaient dévoilées devant lui. Il y a eu ça en Iran, il y a eu ça dans plein d'autres endroits, bien avant la France. Et donc pourquoi pour moi c'est pertinent? Parce qu'au moment de la campagne présidentielle, donc autour de 2022, le candidat à l'extrême droite, Éric Zemmour, associé de quelqu'un qui est quand même condamné pour pédopornographie et tout un tas d'autres choses, ont été se promener à Drancy, donc présenté comme une espèce de symbole du 93 où du coup toutes les femmes seraient voilées, tout ça, tout ça. Et cette vidéo, vous pouvez la retrouver. En fait, ils interpellent une femme en lui disant, bah en fait vous êtes voilée, donc vous êtes soumise, point. Puisqu'après tout, vous n'avez pas le choix d'enlever votre voile. Et donc la femme, c'est pour ça qu'Éric Zemmour, il a son col comme ça, elle lui répond, bah moi j'ai mon voile, vous avez votre cravate, et lui il enlève sa cravate en lui disant, bah vous voyez, moi j'enlève ma cravate, je suis libre, vous enlevez pas votre voile, vous n'êtes pas libre. Et moi, j'avoue que ça, de la part d'un pied noir, certes juif, mais descendant de pied noir quand même, qui dit ça à une femme issue de l'immigration, dont on ne connaît évidemment pas l'origine, moi, j'ai trouvé que vraiment c'était fascinant, quoi, que ça se produise à ce moment-là. Il y a vraiment un truc. Marx, il disait que l'histoire, elle se répète, et la deuxième fois, c'est toujours comme une farce. Là, vraiment, il y a vraiment ce truc, quoi. Il y a une espèce de farce de cette espèce de recolonisateur, je sais pas comment on peut le nommer. Bref, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Elle est assez. La vidéo de gauche, je parle, la vidéo de droite, enfin, c'est pas très intéressant. Mais la vidéo du Monde sur ça, elle est vraiment très très informative. Oui, pardon. Je me pose une question à propos de l'époque de Fanon. C'est dans le contexte de l'Algérie de l'époque, il y a beaucoup de cultures, voilà, de minorités. Ouais. Donc il y a le peuple juif. Et est-ce qu'à cette époque-là, par ordre de l'État français, dans les naissances, on change les prénoms, on change les états civils? Par exemple, des juifs, vous voulez dire? Ouais, des juifs, parce que le gouvernement français décide des choses comme ça pour franciser, non? Alors j'avoue que sur cette question très spécifique, je suis ignorant. Je vais vous donner une réponse vague. Les juifs algériens, depuis 1870 et ce qu'on appelle le décret Crémieux, ont les mêmes droits que les citoyens français, donc ils deviennent pieds noirs explicitement. En revanche, là j'ai un peu ironisé sur Zemmour, mais il faut quand même rappeler qu'une grande partie des pieds noirs, la majorité, n'étaient pas du tout des espèces de colons dominants, riches propriétaires, quoi. Ce qu'a très bien montré Camus dans son œuvre, c'est qu'une grande partie des pieds noirs vivaient une expérience de pauvreté ou de misère très très loin de ce qu'on leur avait vendu. Et les juifs d'Algérie faisaient complètement partie de ça. Alors pour la question des prénoms et tout, j'avoue que je sais pas trop. Je sais qu'il y a une culture juive maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne spécifique qui s'est constituée à ce moment-là. À ma connaissance, de ce qu'on lit, alors là vraiment je vais vous faire du très très vague, je suis pas spécialiste, de ce qu'on lit dans les récits par exemple de Gisèle Halimi en Tunisie, d'autres pieds noirs en Algérie, par exemple une interne de Fanon qui s'appelait Alice Cherki, il y avait quand même une réelle volonté, de s'intégrer au modèle républicain français, notamment par les prénoms et tout. Donc en fait, je pense même pas que l'État avait à modifier les prénoms, parce que je crois qu'une grande partie des juifs donc maghrébins de cette époque-là, mais d'ailleurs je crois que c'est vrai aussi pour les juifs de France des années 1920-30, avaient la volonté de donner des noms français et de respecter le modèle républicain laïque à cette époque-là. Voilà en gros. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Les mémoires de Gisèle Halimi, je pense, répondraient à votre question. Dans son autobiographie, elle parle un peu de ces trucs-là. Donc, Fanon, à partir de là, décrit ce qu'il appelle une psychologie de la colonisation en faisant un parallèle entre le voile et la négritude. La négritude, c'est quoi? C'est petit a. Je vais d'abord prendre l'exemple de la négritude avant d'arriver à ce que je dis là.
Petit a, une personne est noire et être noir en soi, c'est pas une information sur votre identité, sur votre capacité ou quoi. Petit b, le raciste et le colonisateur perçoit le noir comme noir, l'insulte et lui confère un sens, en gros. Petit c, par réaction, la personne noire colonisée réagit, se réapproprie son identité de noir et le revendique avec une certaine fierté. D'où va naître la négritude, en gros. Dans l'expérience du voile en Algérie, c'est exactement la même chose qui se produit. Petit a, le haïk, donc le voile algérien, n'est qu'un élément culturel parmi d'autres. Fanon, il dit, le voile, c'est un élément mort, c'est un objet mort. Il y a des femmes qui le portent, il y a des femmes qui ne le portent pas. Il dit, on s'en fout. Et même, il dit, dans les années 50, le haïk, il n'est pas si important que ça culturellement. Il y a des femmes qui le portent, mais il y a aussi des Algériennes qui ne le portent pas. Ça dépend des lieux, ça dépend des familles, des circonstances. Il n'a pas en soi une valeur culturelle à l'échelle de toute la société. Cependant, petit b, le colonialiste arrive et perçoit ce voile et lui confère et lui attribue un sens, comme c'était le cas avec l'identité raciste du noir dans mon exemple. À partir de là, s'ensuit une nouvelle obsession et un sens politique qui est attribué à ce voile. Le voile, c'est un marqueur de soumission, c'est un marqueur de nationalisme, etc. À partir de là, il y a une fixation politique sur le voile. On va se mettre à le contrôler, on va se mettre à l'interdire, à organiser des dévoilements, etc. À partir de là, petit c, donc c'est pour ça qu'il y a le même système de action, réaction, si vous voulez. Le colonisé, donc ici la femme colonisée, se réapproprie cet objet par contestation à l'obsession politique et le revendique. Et donc Fanon nous dit que les usages politiques du voile en Algérie, ce sont en fait des réactions à l'obsession politique coloniale à ce moment-là. Je ne sais pas si ce que je dis est assez clair ou pas. Pour donner un exemple, puisque Fanon donne cet exemple, on va constater du coup que dans un premier temps de la guerre d'Algérie, les femmes algériennes voilées sont moins contrôlées que les autres personnes. Et donc elles vont utiliser le voile comme une façon de cacher des armes, des bombes ou des documents sous leur voile. Cependant, rapidement, en fait, le voile, on va comprendre que c'est un moyen de dissimulation. Et en fait, c'est l'inverse du voile qui va devenir un outil politique. Et donc, plein de femmes algériennes qui auraient peut-être porté le voile retirent leur voile pour, du coup, passer sous les soupçons de l'armée française. Et donc, plein de femmes algériennes vont se promener en cheveux, comme on disait à l'époque, retirer leur voile, porter des jeans ou des vêtements simples, et du coup, pouvoir se promener dans Alger sans être soupçonnées d'être des nationalistes, puisqu'elles ne sont pas voilées, c'est juste des Algériennes aux cheveux tranquilles. Donc, du coup, il n'y a pas de suspicion. Ce qu'on voit d'ailleurs aussi dans le film Cheveux tranquilles n'était pas du tout la bonne expression. Ce qu'on voit du coup aussi dans le film sur Fanon. Deux magnifiques photos pour illustrer ce truc-là avec une comparaison avec les casquettes. Si vous êtes comme moi, professeur dans le 93, les casquettes, c'est une obsession pour vous. Moi, dans mon lycée, les casquettes, c'est un combat qui n'est pas le mien, mais c'est le combat de certaines personnes. Il faut que les élèves ne portent pas leurs casquettes parce qu'on dit que les casquettes, c'est mal, les casquettes, c'est le 93, c'est les banlieusards, blablabla, ça a une certaine connotation. Encore une fois, je ne dis pas que j'adhère à ça, je dis que c'est la façon dont la casquette est perçue dans certains univers. À gauche, vous avez le groupe NTM. Quand ils portent des casquettes, c'est des jeunes de banlieue, ils ont un look menaçant, on les perçoit d'une certaine façon, c'est pas bien, ils cherchent à se dissimuler, ils ont même des capuches, ça va vraiment pas. S'ils se mettent à mettre leur capuche, c'est une émeute, c'est certain. À droite, vous avez Roger Federer qui a une casquette et aussi il peut porter une capuche, et pourtant Roger Federer, quand il porte une casquette, c'est plutôt cool, c'est un tennisman, et quand on fait du tennis, on porte une casquette parce que sinon on voit pas la balle quand on... Enfin bref, voilà. Pourquoi je dis ce truc un peu, pourquoi je prends cette comparaison un peu ironique? Parce que pour moi, c'est important qu'on comprenne que ce que fait Fanon, encore une fois, c'est qu'il historicise le voile et qu'il le contextualise. C'est qu'il nous dit que, premièrement, le voile, il faut le comprendre toujours dans son contexte, et que, deuxièmement, le voile, il n'a pas le même sens selon qui le porte et qui regarde le voile, en gros. C'est pour ça que... Aujourd'hui, par exemple, quand on parle des jeunes femmes qui se voilent, enfin des femmes qui se voilent en France et qui veulent porter le voile, un argument qui est souvent opposé, c'est de dire oui, mais regardez les femmes en Iran à qui on impose de porter le voile alors qu'elles n'ont pas voulu. Oui, mais c'est pas le même contexte en fait. Je veux pas du tout prêter à Fanon des intentions parce qu'il n'a pas vécu jusqu'à maintenant pour savoir ça, mais je pense que la réflexion de Fanon, elle nous invite vraiment à nous dire c'est pas le même contexte, c'est pas le même pays, c'est pas la même situation. Peut-être qu'il y a des endroits où des femmes veulent le porter, peut-être qu'il y a des endroits où des femmes ne veulent pas le porter. Dans tous les cas, il n'a pas le même sens et le fait de le porter ou de ne pas le porter n'a pas la même signification. Il faut donc toujours contextualiser cet usage-là. Et donc évidemment, porter le voile en France en 2026, c'est pas porter le voile en Iran en 2026, ni en France en 1980, avant la loi 2004, etc., etc. Il y a toujours des variations par rapport à ça, quoi.
Fanon décrit à ce moment-là, et je m'arrêterai du coup sur ça, une réelle obsession coloniale à l'égard du voile. Fanon, il est psychiatre, et dans Les damnés de la terre, il décrit, et dans l'article L'Algérie se dévoile, il décrit l'espèce d'obsession érotique française vis-à-vis du corps des femmes orientales et vis-à-vis du corps voilé des femmes orientales. C'est-à-dire qu'il décrit les rêves que lui racontent ses patients, et il raconte que quasiment tous les rêves d'agression sexuelle et de viol que lui racontent ses patients français commence par un dévoilement. Nécessairement, il y a ce truc-là avant. Si on a une relation sexuelle non consentie et un viol avec une Algérienne, ça commence par un dévoilement parce qu'il y a une espèce d'obsession de voir ce qui se cache derrière ça. C'est pas normal que ces femmes, elles cachent leur corps comme ça. Il y a vraiment une obsession de ce truc. Et vraiment, il insiste là-dessus dans L'Algérie se dévoile. Il raconte comment ça pose problème qu'on ne les voit pas derrière les portes, qu'on ne puisse pas les voir. Pour la France, ça pose problème. Il faut donc premièrement contrôler ce corps et deuxièmement, il faut rendre ce corps sexuel. Je rappelle que par ailleurs, la France a organisé en Algérie, comme dans le reste de ses colonies, un système de prostitution et de maisons closes pour sa population française et son armée du début de la colonisation à la fin de la guerre. C'était complètement organisé avec des femmes algériennes et tout, quoi. Donc à droite, vous avez une magnifique campagne de dévoilement qui dit « N'êtes-vous pas jolie, dévoilez-vous ». Voilà à peu près. Donc pour moi, vraiment, ce qu'il faut retenir de ça, c'est la volonté de Fanon d'historiciser le voile et de constamment le contextualiser, comme c'était déjà le cas sur le racisme. Et ensuite de montrer, j'insiste quand même sur ça, que Fanon ne parle quasiment pas de l'islam quand il parle du voile dans le contexte de l'Algérie, parce que c'est pas le contexte. Et qu'en fait, je ne pense pas que Fanon décrirait le voile aujourd'hui comme il le décrit à cette époque-là, parce que pour lui, le haïk n'a pas la connotation religieuse qu'on prête au voile aujourd'hui. C'est toujours des contextes différents, en gros. Et surtout ce que rappelle Fanon, et ce qu'on oublie parfois trop quand aujourd'hui on parle du voile, et là pour moi c'est là qu'il y a vraiment un lien, ce que Fanon nous dit, c'est que quand on parle du voile, en fait on parle des femmes, et que en fait à chaque fois qu'on parle de dévoiler ou de porter le voile, on oublie que la politique sur laquelle, enfin les personnes sur lesquelles s'exerce cette politique, ce sont des femmes, en gros. On parle pas juste de voile comme si c'était un objet flottant dans la rue, on parle de femmes qui subissent une politique vis-à-vis de ça. Et je m'arrête sur ça parce que sinon ce sera trop long sur la violence révolutionnaire et je vais vous laisser parler. Mais globalement, Fanon défend la violence révolutionnaire. Voilà, je vous ai résumé en une phrase, 6 diaporamas. C'est tout. Merci pour votre attention. J'ai un peu long, je crois, par rapport au temps qu'on a. Bon, on a encore du temps pour faire un petit débat. Merci pour cet exposé. Et donc, à vous la parole. Voilà, une première question. Bon, donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé pour le retard. Essayez de poser des questions concises pour donner le maximum de chance aux présents de s'exprimer. Ne nous réponds pas quand on non plus, il ne faut pas que tu nous répondes. Oui, donc je voulais vous demander le contexte actuel par rapport à ce que nous disait Fanon. Vous dites le racisme ne se dissocie pas du système économique et politique. Or, moi, dans le contexte dans lequel nous vivons là maintenant, il y a des choses qui sont urgentes et importantes, je pense, à aborder, et j'aimerais que vous nous disiez, vous, votre sentiment. Par exemple, le fait que, et j'en reviens toujours à, parce que ça m'obnubile un peu, cette histoire, les gauches et la gauche actuelle, je trouve, a énormément de mal à associer la question du racisme et la question du système politique et économique. Ce que je veux dire, par exemple, c'est le racisme et le système post-colonial, c'est-à-dire le système du pillage économique sur lequel nous vivons. Et je trouve que la gauche, dont les représentants, malheureusement, sont encore très blancs, a du mal à lier ces concepts. Or, je pense que tout ça est indissociable. Et je pense que quand il y a des débats racistes qui arrivent à nos oreilles par le biais des médias dont on sait ce que c'est, la gauche est en difficulté alors qu'elle devrait être en aisance pour dire il faut des rapports équitables avec des États avec lesquels nous devons négocier des rapports commerciaux équitables sur la question des minerais, des ressources, etc. Et je pense que ça, il faut maintenant que nous nous y mettions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est fondamental. Okay.
Alors, deux choses. Premièrement, le malheur de Fanon, c'est que comme il est né en 61, on ne peut que projeter ce qu'il a dit et essayer de le calquer. Mais comment dire, quand on me pose des questions sur l'actualité, pour moi, c'est toujours un peu difficile, parce que évidemment, moi, j'ai mon opinion et je vais vous la donner, vous inquiétez pas, mais je vais pas faire semblant de ne pas avoir d'opinion juste parce qu'il est mort en 61. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours du mal à calquer Fanon sur l'actualité, parce qu'évidemment, moi, je le fais dans mon point de vue personnel. Mais c'est pas mon rôle de dire Fanon aurait dit ça ou Fanon n'aurait pas dit ça. On m'a déjà interrogé sur Israël, le Sahara occidental, tout un tas de trucs sur lesquels Fanon ne s'est pas positionné. Et du coup, j'ai une idée de ce qu'il aurait pu penser, mais encore une fois, je l'ai pas connu, donc j'en sais rien. En revanche, quand même, donc deux choses pour vous répondre. Premièrement, vous répondre avec Fanon, parce que je suis quand même là pour ça. Pour moi, ce qui fait des damnés de la Terre un si grand texte, c'est que dans les damnés de la Terre, Fanon, en 61, analyse déjà le néocolonialisme. On croit que le néocolonialisme, c'est quelque chose de très récent, alors même que les premières grandes indépendances africaines et nord-africaines, c'est 55-56. Fanon, 5 ans plus tard, il décrit déjà le système par lequel, donc pour reprendre ce que vous dites, l'Europe réorganise le pillage de l'Afrique à son avantage, notamment par des alliances économiques. Pour Fanon, l'exemple type de ce genre de collaboration, c'est la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny, dont il dit que lui, s'est très bien arrangé pour avoir des avantages vis-à-vis de la France, mais en même temps se faire piller et exploiter par la France. Donc Fanon dit il y a eu une continuité qui s'est produite, dont il accuse aussi beaucoup les leaders africains, parce qu'il dit que les leaders africains, à la suite de ça, en fait, étaient pour une grande partie issus de la bourgeoisie locale et avaient intérêt à se maintenir au pouvoir, à trouver des capitaux, et donc ont été chercher la protection de tel ou tel pays. Donc Fanon, vraiment, il les dénonce sans aucune ambivalence. Il a vraiment des mots très très durs dans les damnés de la Terre pour ça, en disant que en fait, quand vous êtes issu de la bourgeoisie, vous êtes complètement déconnecté du peuple sur place, premièrement. Deuxièmement, vous avez besoin de vous maintenir avec le pouvoir militaire, c'est ce qui s'est passé à la suite. Il écrit ça en 61, c'est quand même fou, quoi. Et troisièmement, du coup, rapidement, vous organisez l'arrivée des Européens, à l'avantage de la bourgeoisie, mais pas à l'avantage du pays sur place. Fanon prend des exemples qui vont un peu dans votre sens. Il parle déjà du tourisme sexuel, il parle déjà des safaris, il parle déjà de cette espèce de tourisme qui se fait dans plein de pays, à l'avantage de la bourgeoisie locale et à l'avantage de la bourgeoisie européenne, selon lui. Donc, il dit rien sur la question de la gauche et tout, parce qu'à l'époque, je pense que ça ne se formule pas dans ces termes. Mais en tout cas, il dénonce effectivement déjà cet univers néocolonial. Et alors, si quand même pas un peu pour vous répondre avec Fanon, si vous lisez un truc des damnés de la Terre, lisez les 10 dernières pages, la conclusion, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle la conclusion, dans lequel il propose une espèce de sortie de l'alternative entre bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, et il dit, il faut que l'Afrique, vraiment c'est un texte magnifique, il faut que l'Afrique se donne un nouvel idéal, un nouveau modèle, et cet idéal ne peut pas être une copie des modèles européens, parce que le modèle européen, c'est un modèle de pillage, un modèle d'asservissement, et il dit, quand on essaye de recopier l'Europe, en fait, on fait nécessairement pire et on fait nécessairement une espèce de caricature. Il appelle ça une singerie, en fait. Et pour vous donner un exemple, il dit une ancienne colonie de l'Europe, je sors de votre sujet, mais il va y avoir un lien, une ancienne colonie de l'Europe a déjà essayé de l'imiter quand elle l'a quitté, ça s'appelle les États-Unis, et c'est devenu un monstre. En gros, les États-Unis, c'est une ancienne colonie de l'Europe qui a fait encore pire que l'Europe, pour Fanon. Et du coup, Fanon dit l'Afrique, elle doit se donner un nouvel idéal qui serait un vrai humanisme, donc en traitant réellement les humains comme des humains, en produisant une unité des peuples africains, etc. etc. Après, moi, j'ai mon avis sur la question de la gauche en France. Moi, je pense que la gauche, alors vraiment, ça c'est mon avis, mais je vais être bref là-dessus. Moi, je pense que, premièrement, la gauche, moi, je lui fais vraiment 1000 reproches à la gauche. Si vous voulez, on reste 1 heure et on fait ça. Moi, je pense que quand même, premièrement, la gauche, elle est hyper inaudible dans le champ médiatique contemporain et que même quand elle dit des choses bien, elle n'a pas l'occasion de les dire. Et que, par exemple, la gauche, elle a vraiment plein de défauts sur l'antiracisme, sur la lutte contre l'islamophobie et la défense des minorités. Mais le problème, c'est que quand elle le fait, elle est traitée d'identitaire, elle est traitée de communautariste, elle est traitée de faire ça pour des raisons électoralistes, etc. À chaque fois que la gauche, elle parle de la défense des femmes voilées, à chaque fois qu'elle parle de la Palestine, on lui dit qu'elle ne défend pas la Palestine, mais qu'elle veut les votes de la banlieue. Donc pour moi, il y a quand même ce problème qui est que une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche, depuis quelques années, réussit à se saisir des questions du racisme et tout, c'est certain, mais déjà pas toutes, parce qu'elle est très très lente sur ça, vous avez raison. Et deuxièmement,
pour peu qu'elle réussisse à le faire, elle se fait taxer de tous les trucs, quoi, parce que les médias, c'est quand même pas trop leur ambiance. Voilà, ça c'est un peu mon avis là-dessus, mais moi je trouve vraiment que j'ai vraiment plein de procès à faire sur ça. Enfin, moi, je veux dire, moi j'habite dans le 93, j'habite à Aubervilliers, et je veux dire, autour de moi, donc, je suis enseignant à Saint-Ouen, et autour de moi, toutes les personnes de gauche pour lesquelles je pourrais voter en tant que personne de gauche sont des personnes pas du 93. Enfin, vraiment, je veux dire, la France Insoumise, c'est incroyable, quoi. À chaque fois, vraiment, moi, le député de ma circonscription, c'est que des gens qui sont parachutés là, et à chaque fois, leur suppléant, comme par hasard, c'est une personne racisée, etc., etc. Donc vraiment, j'ai plein de reproches à leur faire là-dessus. Et c'est des gens qui sont pas du tout ancrés localement, qui connaissent pas les gens, qui connaissent pas les territoires. Mais quand même un peu pour les défendre, dès qu'ils le font, on leur dit qu'ils sont communautaristes, on leur dit qu'ils sont associés aux frères musulmans. Vous voyez, donc... moi, je pense qu'à l'intérieur et quand même un peu pour finir ça, il y a quand même au sein de la gauche des militants à l'intérieur dont on entend moins parler, qui essayent de faire bouger les choses sur les questions de racisme et tout, mais oui, c'est sans fin, quoi. Voilà. Mais là, on sort de Fanon pour le coup. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Vous avez évoqué une analyse de Fanon concernant le potentiel raciste d'une société. Une société serait raciste dès lors que son potentiel serait présent. Oui. Moi, je suis un peu inquiété par une interprétation de cette idée qui pourrait être faite et que j'entends quelquefois et qui aboutirait à écrire un signe égal entre ce que je considère comme étant la brutalité du libéralisme, brutalité raciste, et la barbarie du fascisme. Parce que il me semble que le problème, la différence, elle est à la fois qualitative et quantitative en termes de souffrance vécue dans la chair même des peuples assujettis à ces régimes. Donc voilà, observation par rapport à ça, et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, pour le coup, je suis quand même plus d'accord avec vous qu'avec Fanon. Et moi, ça a été un de mes... quand on a fait des études de philo, quand on est prof de philo et quand on écrit un bouquin sur Fanon, on a un peu comme mission de donner raison et de donner du sens aux auteurs. Et donc moi, c'est ce que j'ai cherché à faire dans le livre. Mais je suis quand même d'accord avec vous que... il y a une différence entre les États-Unis des années 2000 et les États-Unis des années 1950, quoi. Ça, c'est certain, vraiment. Tout comme il y a une différence, vous voyez, entre plein d'époques. Je veux dire, moi, j'ai un père immigré et mon père, il me décrit la différence entre son expérience de la France de maintenant et son expérience de la France des années 70. Vraiment, il n'y a aucun débat sur ça, quoi. Donc, oui, moi, je pense que c'est certain. Moi, souvent, l'excuse que je donne à Fanon, quand je ne suis pas trop d'accord avec lui sur ces trucs, c'est que Fanon, déjà, il écrit toujours vite, il écrit en contexte, et il a un peu le sens de la phrase et de la punchline, quoi. Fanon, il essaye un peu d'aller vite à ce qu'il veut dire, et du coup, des fois, il prend un peu des libertés vis-à-vis de certaines choses. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas rigoureux intellectuellement, vraiment, c'est pas du tout ce que je pense, mais je pense que des fois, il est un peu contraint de faire des raccourcis sur certaines choses, et là, je pense que dans le contexte d'une conférence... En plus, devant un public conquis à sa cause sur la question du racisme, il est obligé de faire ça. Quand même, pour lui donner raison un peu, parce que c'est quand même ce que j'essaye de faire, il rajoute une chose qui est, il ne faut pas non plus... Alors, ce n'est pas dans cette conférence, c'est dans Peau noire, masque blanc, il dit... ça n'a, comme toujours sur la question d'une société est raciste ou il ne l'est pas, dans Peau noire, masque blanc, il dit ça n'a pas de sens de comparer à l'intérieur d'une société l'idée que le Nord serait plus raciste que le Sud ou quoi. Parce qu'en fait, il prend l'exemple de la France, l'idée que... stéréotype en France, le Sud est plus raciste que la France. En gros, pour Fanon, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, c'est la France et les citoyens français, ils appartiennent à une même société et une personne noire, elle pourrait tout à fait subir du racisme dans le Sud comme elle pourrait le subir dans le Nord. Et en fait, les décisions politiques concernent la totalité du pays. Je veux dire, la police de ce pays, les discriminations raciales que subissent les personnes, elles les subissent dans la totalité du pays. Donc pour moi, je lui donne ça, mais donc, je dévie un peu par rapport à ce que vous avez dit, mais pour lui, il y a quand même une unicité, une unité du racisme dans un pays. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Même si une société raciste a des potentialités violentes, exterminatrices, génocidaires, malgré tout, moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je pense qu'il y a des degrés, quoi, quand même. Il faut un peu relativiser ce qu'il dit. Voilà, j'ai critiqué Fanon. C'est très mal. D'autres questions ? Vous répétez pas. J'ai une question que j'avais déjà posée à mon prof de philosophie l'année dernière. Voilà, vous avez parlé du patriarcat, vous allez parler des femmes dans les colonies.
Alors on sait qu'en Europe, le patriarcat il est là depuis des millénaires, même avant la colonisation. Est-ce que les Européens, en imposant leur vision des choses, leur domination, etc., aux colonies, ils ont aussi imposé leur système patriarcal? Est-ce qu'il était plus radical, etc. Ok, waouh, c'est vague. Alors première chose, parce que vous me permettez de dire un truc que j'ai pas dit, qui pour moi compte beaucoup. Donc j'ai dit que Fanon a écrit un très beau texte qui s'appelle L'expérience vécue du noir, dans lequel il parle de ce que c'est intérieurement de subir une assignation à l'identité. En gros, c'est le fait qu'une personne vous désigne comme noir, et même si vous, votre identité, c'est pas que d'être noir, et ben la société elle vous fixe comme étant noir. C'est ça, c'est vous aspirez à être un sujet, et on fait de vous un objet. C'est ça l'identité raciste, l'expérience vécue du racisme. Et le lien avec ce que vous dites, c'est que moi, je suis certain, j'ai pas envie d'écrire des bouquins sur ça, parce que c'est pas mon objectif de vie, je suis certain qu'il a piqué cette idée à Simone de Beauvoir. Parce que son bouquin sort en 51-52, et que Beauvoir, elle écrit Le deuxième sexe vers 46, et que Fanon, il est complètement admiratif de Sartre, et à mon avis de Beauvoir, mais il l'écrit nulle part. Par ailleurs, je l'ai mis quelque part ici, mais si on remonte un peu en arrière... Donc il y a une BD sur Fanon qui est vraiment très bien, et quand Fanon il rencontre Sartre à Rome pendant 2 jours, il rencontre aussi Beauvoir et il n'est pas du tout content. Désolé, je fais une digression, mais promis, je vais vous répondre. Peut-être que votre prof de philo il était comme ça. À ce moment-là, il rencontre Sartre et Beauvoir à la fois, et Sartre étant très malade à l'époque, Beauvoir a fait que dire non, on peut pas rester discuter jusqu'à 3-4 heures du mat, et Fanon dans ses notes, il en veut beaucoup à Beauvoir, il fait que dire elle est rabat-joie, on peut pas profiter autant qu'on voudrait et tout. Et je pense vraiment que comme à l'époque, c'était pas du tout à la mode de faire référence à Beauvoir, de parler d'elle parce qu'on parlait que de Sartre, c'était Sartre la star, sauf dans les milieux féministes. Fanon ne donne pas du tout du crédit à l'influence de Beauvoir sur sa pensée. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, à mon avis, une grande partie de son analyse de l'expérience du racisme, il la tire de l'analyse de l'expérience du sexisme et de l'expérience de la féminité de chez Beauvoir. Dans Le deuxième sexe, il y a toute une partie ou un chapitre qui s'appelle l'expérience vécue en tant que femme. Bon, c'est pas elle qui a inventé ce terme, c'est un terme de la phénoménologie, l'expérience vécue, c'est Heidegger et Husserl et d'autres. Mais à mon avis, quand même, il a lu ce bouquin et il s'en est un peu inspiré parce qu'elle décrit vraiment ce que c'est que l'expérience du corps de la femme à l'adolescence, à la puberté. Donc ça, c'est déjà pour vous dire que, à mon avis, Fanon, il était moins insensible aux questions de sexisme et tout qu'il ne le laissait paraître dans ses livres. Voilà, donc je n'ai pas répondu. Ensuite, pour vous répondre, oui, totalement. Le pouvoir colonial, partout où il va, non seulement il impose ses principes et ses valeurs, mais en plus il justifie sa pratique oppressive au nom de ses valeurs, en gros. C'est pas un hasard si par exemple beaucoup des grandes militantes féministes et des militants de la colonisation du début du XXe siècle ont été militantes de la colonisation de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le cas pour la France. Alors moi, j'ai un peu étudié aussi le cas des militantes féministes anglaises avec l'Égypte. Quand l'Angleterre prend possession et le contrôle de l'Égypte autour du tournant du XXe siècle et qu'elle s'impose à ce moment-là, les militantes féministes, faut pas du tout croire qu'à cette époque-là, il y avait une espèce de gauche unie où on était féministe, antiraciste, marxiste, tout ça, quoi. Les militantes féministes à cette époque-là sont des militantes blanches et du coup, elles y vont aussi pour libérer les femmes égyptiennes, en gros, exactement comme c'est le cas à ce moment-là, avec l'idée que il faut les émanciper de l'oppression de l'islam. L'idée que l'islam est plus oppressif que tel ou tel système, c'est pas du tout nouveau, hein. C'est vraiment quelque chose qui existe déjà à cette époque, qu'on retrouve même dans des documents des croisades et tout, quoi. Et donc, oui, vraiment, c'est quelque chose d'assez commun. Il y a une autrice américaine ou anglaise, j'ai un doute, qui s'appelle Leila Ahmed, si ça vous... Alors, ces bouquins, ils sont écrits en anglais, je sais pas s'ils sont traduits en français, donc Leila comme Leila et Ahmed comme Ahmed, c'est assez... je veux dire, vous le trouvez assez facilement sur Internet. Elle a écrit 2 livres sur cette question, son plus récent, du coup, là, c'est très technique ce que je vous dis, mais c'est hyper intéressant sur cette question. Ça s'appelle... C'est un truc sur le voile, j'oublie les noms des bouquins, mais c'est genre... elle a écrit un bouquin sur le voile et sur le fait que justement il y a eu une volonté de la part des colonisateurs d'imposer une certaine vision là-dessus, en gros. Voilà. Pour vous donner un autre exemple un peu plus canonique, il y a un discours célèbre de Victor Hugo à l'Assemblée nationale dans lequel il défend la colonisation comme un devoir de l'Européen d'aller civiliser, d'apporter les lumières aux colonisés qui est inférieur, qui n'a pas accès à ça, quoi. C'est vraiment un truc très très commun et du coup ça vaut pour le sexisme, le patriarcat et tout un tas de systèmes de valeurs, quoi, en gros. J'ai un peu répondu. Okay. Oui. Pardon, je fais des réponses beaucoup trop longues.
Est-ce que Fanon a rencontré Camus? Non. Est-ce qu'il a, et donc, est-ce qu'il, par ailleurs, il a commenté l'étranger ou d'autres littérateurs qui auraient déjà posé la question de l'interviolence entre colonisés et colonisateurs? À ma connaissance, pas du tout. Enfin, alors, ils se sont pas rencontrés, ça c'est à peu près certain. En fait, pour la simple bonne raison qu'à partir de 55-56, Fanon ne remet pas les pieds en France, sauf là pendant cette conférence rapidement. Et donc après, il n'a pas d'occasion de rencontrer Camus. Et à quel point il avait envie de le rencontrer, j'en suis pas certain, parce qu'à partir du moment où Fanon il rentre dans la lutte du FLN, il devient très très anti-français. Il a un discours très très radical vis-à-vis des Français. Par exemple, aujourd'hui, c'est complètement admis que De Gaulle serait une figure à peu près consensuelle. Fanon, il traite De Gaulle de fasciste. Vraiment, il est vraiment très très brutal vis-à-vis des Français en général. Il ne veut plus être dans cette identité. Et je ne crois pas qu'il ait écrit de texte sur Camus, ça ne me dit pas grand-chose. Je suis à peu près certain qu'il l'a lu. Il y a une édition de Fanon, du coup, vous me donnez envie d'aller rechercher ça, où à la fin, il y a toute la liste des bouquins qui étaient dans sa bibliothèque. Du coup, je vais les chercher demain chez moi. Mais qu'il l'ait commenté ou qu'il l'ait critiqué ou quoi, j'en sais rien, vraiment. Et par ailleurs, il n'aurait pas trop, si je peux me permettre quand même, il n'aurait pas été trop légitime à le faire, puisque Fanon n'a pas l'expérience des pieds noirs des villes algériennes des années 20-30, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas la même expérience, c'est pas le même contexte, quoi. Oui, d'abord, merci pour votre exposé. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors moi, je vais poser peut-être une question un peu naïve. Si je cherche à diminuer le racisme ou l'éliminer, je ne sais pas, est-ce que je ne me confronte pas au fait que historiquement, en fait, le racisme, alors c'est mon interprétation, c'est l'explication que je m'en fais, mais je voudrais avoir votre avis. Est-ce que du fait de dominer un autre, alors là, historiquement, enfin, les peuples se sont toujours bouffés le nez, quoi. Je veux dire, enfin, les uns ont toujours cherché à dominer les autres. Est-ce que par là, finalement, c'est irrémédiable, le racisme? C'est-à-dire que, vous comprenez ma question? C'est-à-dire que à ce moment-là, à partir du moment où on va envahir l'autre et qu'on estime qu'on est dominant, on va lui trouver toutes les caractéristiques possibles pour dire que c'est un inférieur, et donc à ce moment-là construire des images qui collent à un racisme. Et alors là, je me dis, mais comment s'en sortir, quoi? Ah ouais. Bon, si vraiment, encore une fois, je m'en tiens à ce que dit Fanon, et en plus je suis assez d'accord avec ça, moi je pense très sincèrement que lutter contre le racisme en tant qu'idéologie, sans lutter contre le système qui en tire profit, c'est vraiment une bonne volonté, mais ça mène nulle part, quoi. Et je pense que la société... pas que française, mais y compris française contemporaine, pour elle, c'est très très confortable que le racisme perdure, quoi. Tout comme le sexisme, hein, vraiment, c'est exactement la même chose. Le fait qu'il y ait des minorités dont on peut tirer profit politiquement, en les stigmatisant régulièrement, économiquement, en les payant moins, en les écartant, en faisant une espèce de réserve... vous voyez, de prolétaires, si on parle comme Marx, et ben, moi je pense que c'est très très pratique pour notre société, tout comme l'infériorisation économique domestique des femmes est aussi très très pratique pour notre société. Vous voyez, c'est vraiment pour moi des parallèles qu'on peut faire. Et en ce sens, à mon avis, on peut quand même, pour moi, ça revient sur ce qu'on disait sur la question des degrés, il y a quand même à l'intérieur de ça des degrés dans le racisme qu'une société peut avoir. Pour moi, la société française, elle peut prendre ponctuellement des décisions politiques très concrètes qui lui permettent de produire moins ou plus de racisme. En gros, il ne faut pas se dire tant qu'on est dans le capitalisme, du coup, on ne peut rien faire. Enfin, moi, j'avoue, j'adhère pas trop à ce truc-là, parce que, comme on le disait, dans la vie concrète des gens, c'est pas vrai, quoi. Dans la vie concrète des gens, que vous disiez... je sais pas, on va prendre un truc simple, les CV anonymes et les CV sans photographie, ou alors le fait de contrôler quelle entreprise discrimine ou pas, ça c'est des politiques hyper faciles à faire, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des trucs qui peuvent être faits, et surtout c'est des trucs qui changent la vie des gens, quoi. Vraiment, quand vous êtes une personne racisée, c'est pas une question de est-ce qu'on va faire demain la révolution, vous voyez, c'est est-ce que je me fais embaucher ou pas parce que je suis noir, parce que je suis maghrébin, etc. Donc moi je pense que Fanon, encore une fois, je rejoins sur ce que vous disiez, certes, il y a la lutte à mener à l'échelle de ce qu'est un système et la façon dont il profite de tout ça, mais malgré tout, quand vous ciblez des populations, c'est pareil sur l'égalité salariale des femmes, vous voyez, il y a le patriarcat en soi,
Et après, il y a des manifestations concrètes sur lesquelles il y a vraiment une lutte qui peut être faite avec l'inspection du travail et plein d'autres trucs qui ne sont pas mon domaine, quoi. Donc je pense que, selon moi, il faut pas. Pour moi, les deux peuvent être des sujets qui ne sont pas contradictoires, en gros. Et après, vous avez raison de dire, quand on est une personne blanche, enfin non racisée, on est soit dominant, soit en tout cas on profite de ça, en gros. Ce que les théoriciens appellent le privilège blanc, en gros, qui consiste vraiment à dire que on est mis dans une position favorable, qu'on en ait conscience ou pas, et que même on le veuille ou non, quoi. En gros, le privilège blanc, c'est cette espèce de truc qui fait que même si on ne discrimine personne, on en tire profit à toutes les étapes de sa vie. En gros, avec la meilleure volonté du monde, on en tire profit, c'est certain, quoi. Moi, même si je m'appelle Marwan Essadek et que j'ai un père immigré, je me suis jamais fait contrôler par la police de ma vie, quoi. Et quand je dis ça à mes élèves, ils ne me croient pas. Vraiment, mes élèves qui ont grandi dans le 93, qui sont majoritairement racisés, ils ne me croient pas quand je leur dis ça. Je brûle les feux à vélo tous les jours et ils sont indignés par cette réalité. Ça, vous voyez, c'est vraiment du privilège blanc très très simple. Après, est-ce que du coup je vais aller voir la police en leur disant contrôlez-moi parce que je veux lui... Non, enfin vous voyez ce que je veux dire. Par contre, typiquement, faire ce qui a été proposé par plein de personnes, les récépissés sur les contrôles de faciès ou... je sais pas, désarmer la police, tout un tas. Ça, c'est des choses concrètes. Typiquement, désarmer la police, c'est pas abolir la police, mais ça fait qu'il y a des gens qui meurent moins. Donc, vous voyez, c'est un exemple concret de lutte contre le racisme qui a un sens. Voilà, je pense. Merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question par rapport au FLN. Le FLN était traversé très rapidement pendant la guerre d'indépendance par des conflits internes qui sont d'ailleurs pas forcément réglés de façon la plus calme, la plus douce. Est-ce que Fanon a pris position dans le cadre de ces conflits internes qui traversaient le FLN, et y compris à Tunis, quand il était à Tunis? Et même si vous avez expliqué que c'est compliqué de se projeter après la mort de Fanon, mais est-ce que vous pensez, est-ce qu'il aurait été victime de purge éventuellement après l'indépendance de l'Algérie? Ouais, Merci. Merci pour votre question. Mais du coup, ça va être la deuxième fois que je dis du mal de Fanon. Mais il faut le dire. Et pour les gens qui ont vu le film, moi, c'est la deuxième chose que j'ai vraiment adoré dans le film. Fanon avait une espèce de... Comment dire il avait vraiment cette idée que tant qu'on était dans la lutte et dans la lutte pour l'indépendance, il n'y avait pas trop de critiques. Il ne le dit pas tel quel, mais ça se ressent dans ses écrits. Il n'y avait pas trop de critiques des actions du parti qui étaient possibles, quoi. Et du coup, Fanon, effectivement, quand il écrit dans El Moudjahid, jusqu'à sa mort, n'émet aucune critique du FLN, en gros. Y compris, et vous l'avez évoqué, y compris des purges qui sont en train d'être organisées dès 59-60, des grands intellectuels du FLN, des personnes qui ont des visions plutôt démocratiques, etc. J'ai des trous de mémoire sur les noms, mais on voit ça dans le film à la fin. Pour les personnes qui n'ont pas vu le film, à la fin, il y a ce moment où j'ai un énorme trou de mémoire, il y a un des leaders du FLN qui est une voix divergente au sein de l'organisation, qui est assassiné, alors que c'est un proche de Fanon. Et on demande à Fanon d'écrire le texte à son hommage en disant qu'il est mort, je sais plus, au front ou quelque chose comme ça. Et sa femme, elle lui demande mais tu vas le faire? Il dit bah oui, il faut bien pour le parti, pour la lutte, quoi. Et ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'il le fasse dans le film parce que même si on ne sait pas si cette discussion elle a eu lieu avec sa femme ou quoi, c'est vraiment bien qu'ils aient montré que Fanon, il n'était pas irréprochable et que il a accepté de ne pas critiquer le FLN et de continuer à les soutenir jusqu'à sa mort, alors même que le FLN était déjà vraiment en train de prendre le tournant autoritaire qu'il a pris à la suite de l'indépendance, quoi. Et du coup, pour vous répondre, effectivement, je peux pas me projeter, mais je vois pas comment Fanon aurait survécu à la suite, quoi. Vraiment, ça c'est certain. Est-ce qu'il serait, on va pas faire des si et tout, mais est-ce qu'il serait retourné en France? Est-ce qu'il aurait fait ceci ou cela? Moi, je me dis que, évidemment, mourir d'un cancer à peine 35-36 ans, c'est vraiment pas une chose souhaitable. C'est exactement mon âge. Mais comment dire, c'est... Fanon, du coup, il a eu deux chances à travers ça. Premièrement, il n'a pas été purgé par le FLN. Et deuxièmement, il a pas mal vieilli. Comme tout un tas de grands auteurs radicaux qui sont devenus des vieux réacs 15 ans plus tard. Fanon, au moins, et je veux vraiment pas rigoler de son malheur, mais au moins Fanon, par ça, il nous a pas déçus, quoi. Et vraiment, moi, dans son œuvre, il n'y a pas beaucoup de lignes que je retire, et je peux pas dire ça de beaucoup de personnes que de grands auteurs que j'apprécie, et je pense que c'est de ce fait, en gros. Ouais, voire pire, vraiment, quoi. Il y en a, on les renie au bout d'un moment, quoi. Pas Fanon. Les dernières lignes de Fanon, Les damnés de la Terre, franchement, lisez les dernières lignes des damnés de la Terre, c'est vraiment magnifique, c'est très très beau, quoi.
Merci de nous faire partager, je dirais, cette présentation. Je la trouve brillante. Merci. Jeune philosophe. Voilà. J'adore ce que vous avez. Et elle soulève beaucoup de questions. Voilà, de Fanon, l'Algérie, l'Afrique, le panafricanisme. Voilà, vous nous êtes étalés là-dessus. Ou la question des gauches, qui sont embêtés aux entournures par rapport à certaines, je dirais, questions. Mais aujourd'hui, les jeunes quadras en Afrique n'en attendent rien. Ils font le job. Comme ils font. Comme ils peuvent. Que ce soit au Burkina, au Niger, au Mali, au Sénégal. Ils l'ont fait contre l'avis des autres. Voilà. Les jeunes quadras africains, ce n'est pas les soixantenaires qui sont ici, qui rediscutent pour refaire l'Afrique. Ils le font l'Afrique aujourd'hui. Mais dans des difficultés, la seule chose qu'ils demandent, c'est de l'aide des gauches. Quand il y a des élections en Côte d'Ivoire, ils crient. Il y en a un même qui était là. Candidat à la présidence, il était en France. Mais personne n'en parle. Il y a eu des élections au Cameroun. Il y a eu le Bénin qui est là. La seule chose, c'est de faire du bruit pour qu'on entende. Quand aujourd'hui la France poursuit le Niger pour avoir volé son uranium, ça pose quand même un problème. On a fait de la géologie, on a fait de la géographie, on a fait des choses, etc. Je cherche. En Auvergne, oui. L'Auvergne est riche de beaucoup de choses. Mais l'uranium, non, je ne vois pas où se trouve l'uranium en France. Le Niger est accusé par l'État français de voler l'uranium d'Orano. Orano, c'est l'entreprise. Mais on part trop loin. Qui pose cette plainte-là devant les instances? Parce qu'on parle de système. C'est ça le problème. C'est un système qui nous gouverne. Ce n'est pas nos bulletins de vote qui changent la tête de ceux qui sont devant nous. J'ai vu un beau film parlant donc de la question du racisme avec une grande émotion. Vous savez qui sont ceux ou celles qui s'occupent des enfants dans le plus grand des régimes de l'apartheid en Afrique du Sud? Ce sont des femmes noires. Elles s'occupent de ces enfants. Et quand il y a des petits problèmes et qu'elle amène son petit enfant ou son arrière-petit enfant à la maison du patron raciste pour lequel elle travaille, mais les enfants n'ont pas de problème. Ils se parlent. Donc il n'est pas dans la nature de l'homme de rencontrer un qui est jaune, qui est rouge, qui est truc, et hop, on se met à se taper là-dessus. Il n'est pas dans la nature humaine de taper sur les autres. Oui, les sociétés primitives se tapaient les uns sur les autres, mais ils avaient une force, c'est-à-dire la communauté. À un moment donné, tout est communautaire. Et quand on dit que tout est communautaire, on n'a pas l'accumulation, le truc. Mais ça va être très grave pour l'Afrique. On vous demande de l'aide parce que la course aux ressources dont on disposait et dont on dispose encore, voilà, la guerre est lancée. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va prendre encore 2 questions. Bonsoir et merci beaucoup. Je passe une très bonne soirée. On m'avait dit avant de venir que Fanon avait aussi du coup une femme qui était très militante et qui avait peut-être beaucoup influencé sa pensée, et vous l'avez brièvement évoqué sans parler de l'éventuelle importance qu'elle pouvait avoir eue, et je voulais que vous en parliez si vous pouviez.
Bah alors du coup, ça va être bref parce que pour le coup, on ne sait pas grand-chose de ça. Ça n'apparaît dans aucune biographie à ma connaissance. Et bah, je les ai un peu lus, donc ça apparaît pas trop. Alors je sais pas qui vous a dit ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui est un peu évoqué dans le film, donc je sais pas si c'est des gens qui ont peut-être regardé le film ou quoi, parce que effectivement dans le film, comme on voit un peu la vie personnelle et intime de Fanon, et que du coup on voit sa femme qui était blanche, comment dire, ils ont été un peu face. Alors, comment dire, ils ont vraiment été face à cette espèce de problème que fallait bien qu'elle soit présente, fallait bien lui donner une importance, mais du coup, ça se voit qu'ils ne savaient pas trop quel rôle lui donner dans le film. Et je dis ça parce que moi, j'ai été déçu parce qu'en fait, dans toute la première moitié du film, elle sert à rien. Vraiment, moi j'étais hyper déçu. C'était vraiment comment mettre un personnage féminin en lui donnant aucune consistance. Elle est à côté de lui quand il écrit, elle vient le voir en robe de chambre en lui disant quand est-ce que tu vas te coucher. Moi je dis non mais attendez, vraiment c'est ça le truc quoi. Et par contre, effectivement, dans la deuxième moitié du film, il lui donne un vrai contenu politique et militant. Comment dire, elle est présente même avec ses collègues, elle a des vraies discussions, elle est présente quand il va voir le FLN et tout. Mais sur ça, moi, j'ai aucune connaissance et franchement, j'en ai pas trop trouvé dans les biographies. Fanon écrivait pas trop sur sa vie, donc on peut pas le savoir. Voilà, donc vraiment, je suis désolé, j'ai pas d'infos sur ça parce que j'en ai pas trouvé. Ça m'intéresse et j'en cherche, mais je n'en connais pas. Dans le film, il lui dicte ces trucs. C'était pas elle qui dictait, c'était à des secrétaires et à d'autres assistantes. Mais voilà, bref, il a fallu lui donner une consistance et je comprends pour le but du film, mais on n'a pas de source sur ça. Voilà, désolé. Bonsoir, du coup. Apparemment, ce serait la dernière, je suis là. Une petite question, vous avez, suite à son engagement avec le FLN, vous avez parlé qu'il y a des fiches policières qui ont été mises sur lui, de recherche ou d'investigation. Et s'il y a eu des conséquences dans sa vie physique ensuite, je sais pas quoi, de répression, notamment de la France, par rapport à ses engagements? Alors, de conséquences directes, Fanon, Beauvoir, quand elle raconte dans ses mémoires la rencontre avec Fanon, elle écrit vraiment un homme complètement parano, qui était hyper méfiant, et dans la BD, on le voit un peu. Comme je disais, il changeait constamment de chambre, d'hôtel et tout. Donc, il était vraiment angoissé par ça. Quand il était je crois, à la frontière algéro-marocaine, dans une voiture. Sa voiture a roulé sur une mine et donc ça a à moitié explosé. Et je crois que lui a attribué ça à un possible attentat à sa vie et contre les membres du FLN avec qui il était. Mais je crois qu'en fait, c'est pas trop prouvé que simplement c'était une mine parce qu'il était dans une zone conflictuelle et frontalière. À ma connaissance, non, il n'y en a pas eu directement. Il n'y a pas eu d'attentat contre sa personne ou quoi. Voilà. Ce qui pour le coup était le cas de Sartre dont l'appartement a été... il y a eu des bombes qui ont été mises dans son appartement pendant la guerre d'Algérie et tout. Mais je ne crois pas que ça a été le cas pour Fanon. En fait, simplement, comme je disais, parce qu'à partir de 1957, il quitte l'Algérie, il remet plus les pieds en France, il va juste à Rome rapidement en 61 et du coup en fait il n'a pas trop l'occasion d'être dans des lieux où l'armée pourrait le menacer quoi. Il est principalement en Tunisie et dans certains pays africains ponctuellement. Voilà. Une petite dernière pour la route. Vous a posé la question sur la femme de Fanon et son influence, vous avez répondu. Avez-vous eu des contacts pendant l'écriture du livre ou après avec son fils Olivier ou pas, et qu'est-ce que vous pensez quel héritier est-il de son père? Alors j'ai aucun contact et honnêtement moi je suis un peu de la tradition philo où on s'intéresse à un penseur, à son œuvre et dans le cas de Fanon à son engagement, mais moi les enjeux d'héritage de famille ou quoi, je veux dire, moi je suis passionné par Marx, mais alors ses filles et sa femme, ça m'intéresse pas du tout, alors qu'elles ont écrit des trucs, mais c'est juste que moi, en général, je m'intéresse à une figure et pas à tout ce qu'il y a autour. Et du coup, vraiment, pour le coup, pour Fanon, pour le cas de son fils et de sa fille ou de sa petite fille, je crois qu'il y a une petite fille qui fait beaucoup pour l'association, pour l'héritage de Fanon et pour plein de choses. Moi, j'avoue que je suis pas très intéressé par ça, donc j'y connais rien. En revanche, je veux quand même me la péter avant de partir. J'ai rencontré il y a 3 mois Alice Cherki. Et j'étais trop content, Alice Cherki, et du coup je vous le dis un peu pour vous répondre à côté, parce que je suis trop fier et vraiment j'étais le plus gros fan d'elle quand je l'ai rencontrée. Alice Cherki était interne de Fanon à l'hôpital de Blida. Je l'évoquais tout à l'heure, elle était juive algérienne, elle est née en 1900... Alors
1926, puisqu'elle a 90 ans maintenant. On la voit dans le film. Pour les gens qui ont vu le film, on voit Jacques Azoulay, qui était son interne, on voit Ali Cherki qui arrive. Et il y a 3-4 mois, j'ai fait une présentation dans un institut psychiatrique à Paris, et les gens avaient des réseaux, et donc on fait venir Ali Cherki. Ali Cherki a écrit une très belle biographie sur Fanon. Si vous voulez lire une biographie sur Fanon, ça s'appelle Fanon, une vie. Et comme elle l'a connu, l'intérêt, c'est qu'à la fois, c'est vraiment très bien documenté historiquement, et en plus, c'est très personnel, c'est ponctué de textes de Fanon, c'est petit. Parce qu'en fait, le problème des biographies de Fanon, c'est que sinon, c'est des pavés de 300-400 pages avec tout le contexte intellectuel à chaque fois. Donc, moi, ça m'intéresse, mais franchement, quand on n'est pas trop branché sur ces trucs-là, des fois, c'est un peu costaud. Il y a un Américain, David Macy, qui a écrit vraiment un gros pavé de 500 pages. La biographie d'Ali Cherki est vraiment très belle et elle fait vraiment vivre la pensée de Fanon depuis les années 2000. Et du coup, j'étais à côté d'elle et j'ai parlé avec elle et c'était trop bien. Et du coup, je me la raconte depuis. Et du coup, pour le coup, elle, alors autant je suis pas d'accord avec toutes ses positions parce qu'elle, des fois, elle a des discours sur ce qu'elle appelle les mouvements identitaires antiracistes auxquels j'adhère pas trop, autant vraiment la façon dont tu as décrit la pensée de Fanon, dont tu as décrit vraiment ce que c'était l'expérience concrète à côté de lui, moi ça m'a vraiment impressionné, quoi. Elle avait 90 ans, 89 ans au moment où je l'ai vue, mais elle parlait avec un panache incroyable, elle se rappelait d'événements qui avaient eu lieu dans les années 50 comme si c'était hier, et elle décrivait, sachant qu'encore une fois, c'était une femme juive algérienne qui dans les années 50 a décidé de rejoindre cette espèce de décolonialiste à Blida, surveillé par toute l'armée française pour lutter avec lui. Enfin, c'est quand même une femme, c'est pas n'importe quoi ce qu'elle a fait. C'était pas juste une interne comme ça, quoi. Elle a fait sa thèse, après elle est devenue psychiatre en France. Donc c'est quand même une personne assez importante par son engagement. Et du coup, j'avoue que déjà je me la pète, je le dis. Et de deux, vraiment, moi je suis vraiment admiratif que des gens comme ça existent et qu'à 90 ans, elle continue de continuer à faire parler de Fanon. Donc lisez le bouquin de Ali Cherki, il est aussi très très beau sur ça. Sauf les 10 dernières pages où elle parle de l'antiracisme aujourd'hui. Merci beaucoup avec cette belle conclusion et ce beau débat. Merci encore une fois à toutes d'être venues et pour votre attention. Alors maintenant, il y a une séance vente dédicace. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par le livre Découvrir Fanon, il va se faire un plaisir de vous le dédicacer juste à l'entrée. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre patience au début.